Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous deux formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. En tout cas, moi, je suis ravi de te recevoir parce qu'en fait, tu vois, sur le podcast Le Grenier, ce qu'on aime avoir surtout, c'est de l'expertise sur tous les niveaux de l'immobilier. Parce qu'en fait, le podcast Le Grenier, c'est bon, on va parler d'immobilier, c'est sûr, mais au sens, nous, on va de la PropTech jusqu'à l'artisan potentiel, tu vois. Donc, on a eu des directeurs de travaux, des patrons de boîtes de travaux à Nice, tu vois, pour certains. Donc, c'est assez large parce que moi, j'aime que les gens aient l'envers du décor de tous les métiers, d'IMO et rénovation. Et avec toi, avec ta casquette, parce que on va quand même en discuter, mais tu es maître d'œuvre, tu es investisseur privé, marchand de biens, donc tu as quand même une palette assez transversale des métiers de l'immobilier. Et surtout, alors c'est pas pour dire que tu es vieux, mon cher Sébastien, je peux pas t'offenser, mais on est quasiment de la même génération et il est vrai que tu vois, on a vu l'évolution YouTube, on a vu l'évolution, alors moi de très loin et maintenant de plus près depuis 3 ans, là, depuis que je suis à mon compte, mais vraiment et je pense que tu peux avoir aussi une analyse de l'évolution aussi du marché de l'immobilier, l'évolution un petit peu de tout ce qui se fait un peu dans l'immobilier. Voilà, c'est un peu le programme que je te propose là sur l'heure environ qu'on va passer ensemble. Mais avant toute chose, nous, notre question de départ, c'est donne-nous ton état civil. Alors tu dis un peu ce que tu veux, mais l'objectif, c'est que les gens aient en 4-5 ans d'idées qu'ils connaissent un peu Sébastien. Bah écoute, moi, Sébastien, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants de 8 et 11 ans qui dans l'équation de mes décisions sont la première chose à laquelle je pense. Donc c'est important, hein, c'est important parce que tout le monde n'a pas cette psychologie, donc voilà, en tout cas je fonctionne comme ça. J'habite en bord de mer à 1 heure de mes bureaux, donc je télétravaille. On va dire 2 à 3 jours par semaine suivant les semaines en fait, qui me permet justement d'allier Ouais. sport, enfant et travail. Et j'ai 4 activités. Alors je suis ingénieur bâtiment de base. Moi, j'ai travaillé chez Bouygues, donc tu vois, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, le fait d'être directeur travaux, de discuter avec des directeurs travaux, etc., c'est des choses que j'ai vécues. Je me suis même formé comme ça. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai pris passion pour l'IMO. J'ai très vite investi. En fait, à 18 ans, j'ai acheté un immeuble avec mon frère. Un Carrément. truc familial. En fait, enfin, c'était un truc familial, qui appartenait à mon père, qu'il a souhaité vendre en fait. Et du coup, nous, on s'est positionné pour le racheter. On a fait toutes les erreurs possibles et imaginables de l'immobilier, qui fait qu'en fait, on est resté avec ça un peu comme un boulet qu'on a eu derrière nous, qu'on a gardé parce que c'était une belle maison, on fait un peu coup de cœur, machin. Enfin, tu vois le truc qu'il faut pas faire avec des travaux pas financés. Enfin bon, toutes les erreurs possibles et imaginables, qui fait qu'en fait, du coup, on a arrêté l'IMO derrière ça. On s'est lancé dans nos carrières professionnelles. Moi, j'ai ouvert une boîte de maîtrise d'œuvre et de fil en aiguille, je suis retourné en fait à l'immobilier. Alors pourquoi? Pas pour chercher une indépendance financière comme beaucoup, vraiment pour avoir des revenus récurrents. En fait, moi, je voyais l'IMO comme une fin. Tu vois, plutôt que fin, mais à moyen long terme, pas une fin en 2 ans, tu vois. Et et en fait, ça m'a mis en mouvement, tu vois. J'aime bien dire ça, c'est que ça m'a mis en mouvement dans le truc. Ouais. En fait, a commencé à me passionner. Je me suis mis à vouloir aller sur des projets de plus en plus gros. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai essayé d'industrialiser l'investissement immobilier, en fait, comme je le voyais. Et du coup, c'est là où en fait je me suis transformé marchand de biens pour lever du cash au fur et à mesure. Et du coup, maintenant, j'ai 4 casquettes. J'ai celle d'une boîte, donc j'ai une boîte de maîtrise d'œuvre et d'audit énergétique. On est 28 salariés basés à Beauvais. On bosse dans tous les Hauts-de-France, en région parisienne, un peu en Normandie. J'ai une boîte de marchand de biens. Alors j'annonce, vous verrez, il y aura une fiche de poste qui va sortir pour recruter un bras droit qui va à la tête prendre la tête de l'entreprise, parce qu'en fait je me rends compte que
fait, je fais du marchand par opportunisme, mais Ouais. je l'ai pas structuré comme j'ai fait sur toutes mes autres boîtes. Donc, je suis en plein là-dedans en ce moment. Donc, voilà, pour vraiment structurer l'approche et aller sur des produits spécifiques. Enfin, voilà, en tout cas, d'avoir une vraie stratégie et pas une stratégie d'opportunisme, tout simplement. Et ensuite, une foncière, hein, ça veut tout et rien dire. En fait, j'ai pas mal de SaaS et de SCI et du LMNP sur différents types d'activités liées à l'immobilier locatif. J'ai du gîte, j'ai du bâtiment industriel, j'ai des immeubles de rendement. Enfin voilà, j'ai des colocations, j'ai vraiment tout type de produits qui marchent plus ou moins suivant les époques. Et du coup j'ai créé un réseau de marchands de biens suite à la demande en fait de gens que je connaissais. Aujourd'hui on est une centaine, qui est le Cercle MDB, qui est un réseau d'accompagnement. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais d'accompagnement de membres plutôt en mode assistant à maître d'ouvrage. Tu vois, on est un gros AMO si tu veux pour AMO technique et AMO entrepreneur lié par contre au métier de marchand de biens. Ok, bah ça c'est une sacrée présentation, elle est très complète. Mais ce que je pense qui va plaire déjà pour faire le constat de base, c'est ton premier investissement où tu as fait toutes les erreurs. Est-ce que c'est quoi les trois, quatre erreurs avec le recul, l'expérience que tu as maintenant qui te disent ouais en fait parce qu'en fait il y a une chose que je pense qu'avec l'expérience tu culpabilises moins, mais en fait ces erreurs là pour moi elles sont fondamentales, elles sont nécessaires, mais de les vivre c'est chiant il faut pas se mentir, mais quand t'es dans la tête dans le guidon et quand tu penses faire les choses bien, bon bah tu fais des erreurs. Donc, mais avec le recul, pour partager ton expérience, c'est quoi les 3, 4, 5 peut-être Ben, choses que tu en retires? SCI à l'IR, Ouais. directement à 18 ans. Moi, j'étais apprenti, Ouais. donc en fait, à l'époque, bah, comme tout le monde, j'avais pas de mindset d'investisseur, etc. Donc, j'ai mes premières payes, j'étais fan de moto, je m'achète ma moto et un an après, je la revends pour payer les impôts. La Ah ouais, SCI carrément, ouais. qui tombait. Donc ouais, non, mais en fait, mais j'avais même pas anticipé. En fait, j'anticipais rien. Donc en fait, tu vois, Ouais, j'ai ouais. fait SCI à l'IR. J'ai dit ouais, je vais avoir des revenus plus tard. On verra, on va avancer. Tu vois, moi, j'apprends beaucoup dans l'action et je me forme au fur et à mesure, tu vois, des choses. Et j'ai pas peur d'avancer, donc je l'ai fait. Même à 18 ans, je l'ai fait. Et donc SCI à l'IR, pas de financement de travaux en disant on va les faire petit à petit. En fait, on les a jamais fait, donc on a refinancé le bien après. Des associés à l'intérieur qui étaient là pour nous aider en fait au départ financièrement, mais le deal était pas bien baqué. Donc en fait, on s'est Mm. retrouvé plutôt à être dépendant d'associés fictifs qui n'aidaient pas du tout, enfin voilà, qui n'apportaient pas ce qui était réel parce que ça n'avait pas été clairement dit. Et c'est ok, hein, les gens n'y étaient pour rien. Et donc voilà, si je dois vraiment lister, c'est SCI à l'IR, enfin structure à l'impôt sur le revenu, pas de financement de travaux et des associés qui nous ont du coup on a été obligé de refinancer en fait le bien derrière. Donc en gros on l'a acheté deux fois et pour à la finale le vendre il y a juste avant Covid, donc il y a 5 ans, et on en a tiré, je sais pas, 80 000 euros net, mon frère et moi, alors que c'est un truc que j'étais associé avec mon frère, ou c'est un truc que on aurait pu en tirer facilement le double, voire le triple, quoi. D'accord. Ah oui, oui, oui. Bah, du fait des refinancements, Ouais, et puis c'est des mauvais choix. mal monté, tu vois, impossible à diviser avant à la découpe, alors qu'à la découpe c'était parfait, Ouais. des logements, enfin voilà, enfin bref, maintenant quand tu vois le truc, c'est rien de bien monté en fait. Le Ouais. logement, il y a pas les compteurs partout, Ah alors que ouais. c'est une bâtisse magnifique, tu vois, très coup de cœur, etc. La division, enfin on a aménagé des bâtiments derrière un peu sauvagement en fait, sans déclaration, sans rien. Donc en fait, si tu veux, du coup à la fin, bah tu te retrouves avec un truc qui est pas bon en termes d'urbanisme. Ouais, Enfin, ouais. tout ce que aujourd'hui je détecte en tant que marchand pour faire de bonnes affaires et en fait bah du coup on a été obligé de brader en fait à un moment Eh oui. donné et en D'accord. plus voilà avec des locataires à l'intérieur un peu qu'on a voulu aider par gentillesse, qui fait qu'à la fin bah, on a dévalué le prix du bien pour pouvoir vendre, donc c'est comme ça, voilà. Ok, non, mais c'est bien de pouvoir dire que l'investissement immobilier, moi j'aime bien dire que c'est super, il faut en faire puisque voilà on en vit tous, mais qu'à un moment donné il y a des écueils et qu'il faut savoir où passer au-delà de ces écueils. Il faut pas, il y a des problèmes, mais chaque problème a ses solutions, mais il faut savoir les surmonter. Et bon ben voilà, parce qu'en fait t'as 18 ans, t'as fait ça, tu as bossé, mais qu'est-ce qui a fait que t'es revenu? C'est quoi? C'est Comme je te disais, en fait, il y a un moment, à l'époque, il y a pas encore tout ce développement sur Internet. Enfin, je pense pas. c'est les Euh, balbutiements, mais c'est très léger, Ouais, hein.
Ouais, Je c'est connais ça. moi, j'ai le même âge que toi, donc je vois très bien la période dans Ouais, laquelle. c'était il y a 10 ans, tu vois. Donc, Ouais, en fait, je me dis juste, putain, Seb, tu peux pas. Enfin, je me sentais vraiment pas plus con que les autres, même plutôt au-dessus. En toute honnêteté, je me disais mais merde, je comprends rapidement. Pourquoi j'y arrive pas alors qu'il y en a qui y arrivent. Et en fait, ça s'est plutôt fait comme ça, tu sais, à force de discuter avec des gens qui faisaient. ouais, Et à un moment, j'ai dit bon, de toute façon, à un moment, encore une fois, faut que je me lance. Je risque rien. Je vais y aller. Et je toujours cette idée de moyen long terme, de me dire qu'à 15-20 dans 15-20 ans, bah, je pourrais prendre des décisions grâce à l'immobilier locatif, de me dire est-ce que je veux ouais. ralentir, est-ce que je veux faire autre chose, et c'est vraiment pour ça que j'y retourne en me disant putain j'ai fait des conneries, je suis encore vivant, et ouais, aujourd'hui tout fonctionne quand même, j'ai réussi à surmonter, aujourd'hui je gagne mieux ma vie, et je dois pouvoir faire mieux, et je vais me former, mais à l'époque il y a pas de formateur, il y a pas de machin, enfin Ouais. en tout cas je vais pas chercher, et du coup je suis allé plutôt m'inspirer de gens qui avaient déjà fait, des gens que je connaissais, que je suis allé voir pour comprendre, et puis des avocats en fait tout simplement, où et puis après je me suis pas luché le BOFIP, et puis j'ai avancé comme ça quoi. Non, mais oui, bon, on a quand même fait pas mal de choses similaires au début. Mais le truc, c'est que du coup, toi, tu as quand même une formation ingé, tu le disais. Mm. Donc, tu retournes salarié et tu as bossé je crois, tu l'as dit, Bouygues. Mais ça, est-ce que ça a construit aussi le fait, parce que souvent, les gens, ils disent, alors moi, j'ai quand même une moitié d'une réponse. Parce que bon, tu as dit que tu étais maître d'œuvre, mais est-ce que alors peut-être que cette expérience chez Bouygues t'a servi pour être maître d'œuvre, mais est-ce que cette expérience chez Bouygues t'a servi pour être investisseur immobilier? Parce que souvent, Non, le vrai sujet, c'est que j'ai pas peur des travaux. Je pense que c'est juste ça, en fait. ouais, Les hmm, travaux, c'est hyper naturel. Enfin voilà, ouais, l'organisation des travaux, définir un prix, en fait, je peux le faire moi-même. Enfin, maintenant, je le fais plus parce que c'est trop gros, mais hmm, enfin, je sais faire, en fait. Donc, je pense que c'est plus cette qualité-là qui a fait que j'ai pu y aller assez facilement avec cette compétence-là. En fait, j'ai pas la compétence immobilière. ouais, J'avais la compétence BTP en fait. Tu vois, parce que pour moi c'est deux choses différentes. Et le BTP je maîtrisais vraiment, donc j'ai pu vraiment bah, voilà maîtriser un coût de travaux, donner une valeur, mais j'avais pas les compétences d'immobilier au sens bien analyser un prix mètre carré, une revente derrière et une fiscalité. Ça je l'avais pas, et c'est ça que j'ai été chercher derrière, et une compétence financière aussi que j'ai été chercher au fur et à mesure, justement plutôt chez des gens qui étaient à l'inverse de moi en fait, qui avaient cette compétence immobilière mais pas cette compétence BTP, qui eux se faisaient épauler de maîtres d'œuvre ou d'artisans. Et donc je me dis si eux ils y arrivent, il y a pas de raison que j'y arrive pas quoi. mais du coup, t'as accéléré en IMO quand t'étais salarié chez Bouygues ou après en maîtrise d'œuvre? Ça a été quoi un peu le cheminement Ça un s'est petit peu fait, de ton ça s'est fait parcours? au fur et à mesure en fait. Non, parce que j'ai très vite quitté quand j'ai accéléré en IMO. J'ai arbitré le fameux immeuble qu'on parlait tout à l'heure. Et après, j'ai très vite accéléré en fait. J'ai racheté j'ai acheté deux maisons dans lesquelles j'ai fait une coloc et une grande maison tout simplement. Et derrière, j'ai quitté mon emploi, j'ai monté, enfin, je suis parti en maîtrise d'œuvre et j'ai avancé vraiment tout en même temps, quoi. J'avais pas de CDI, etc. Et cetera. Et j'ai réussi à me faire financer. J'ai avancé, j'ai trouvé des associés. J'ai vraiment avancé tout de front à chaque fois. D'accord. Et cette période-là de maîtrise d'œuvre, comment tu l'as construite? C'est-à-dire, t'avais déjà des clients ou comment tu l'as Non, en fait, construite? alors ça s'est fait en deux étapes. La première, en fait, je suis chez Bouygues, je décide de quitter Bouygues et je me dis qu'est-ce que je vais faire. Alors je quitte Bouygues plus en mode tu sais, on dit, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui travaillent chez Bouygues, mais on dit t'as le sang orange ou tu l'as pas. Et en fait, je commence à être vraiment très cartésien, à me dire, voilà, il y a qu'une manière de le procéder, etc. Et je peux pas rester comme ça. Et donc, je décide de quitter et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, je décide de quitter et je ne sais pas encore ce que je vais faire à ce moment-là, hein. Je le fais à l'inverse. Et là, je me dis, bah, attends, tous les maîtres d'œuvre avec qui on bosse, ils sont nuls. Je monte une boîte de maîtrise d'œuvre. Voilà, point. C'est comme ça que je fais. Et dans ce cadre-là, donc je pose ma démission. Je ne sais pas quand est-ce que je vais monter ma boîte. Je réfléchis. Enfin, je suis en réflexion. Et j'ai un pote à moi avec qui j'avais démarré chez Bouygues qui me dit, écoute, il me dit, je sais que ton père était plaquiste. Nana, j'ai besoin de plaquiste. Et je lui dis, t'as pas besoin de maître d'œuvre plutôt parce que moi je suis là, je suis dispo. Dans 2 mois, je suis disponible. Et il me dit, bah vas-y, est-ce que tu, enfin, je lui dis, dans 2 mois j'ai monté ma boîte. Et là il me dit, est-ce que tu peux être là lundi? J'ai pas monté ma boîte, mais vas-y, lundi, je suis là, on voit, quoi. Et en fait, j'ai bossé comme ça en off, alors c'est pas bien, mais pendant 2 mois, avant que tout se crée, etc., en tant que AMO et maître d'œuvre sur des projets dans la Manche.
Et donc voilà, donc j'ai avancé comme ça, et j'ai lancé cette boîte de maîtrise d'œuvre comme ça. Et par contre, j'étais associé encore une fois avec mon frère après, qui est venu me rejoindre. Et on était très solopreneur. Enfin, tu vois, mon frère voulait pas développer à l'époque, embaucher, etc. On avait Ouais, monté une belle trésor, on gagnait bien notre vie, mais tout dépendait de nous, en fait, ouais. et pas de comment d'une automatisation derrière. Et à un moment, au bout de 3 ans, je lui dis, écoute, c'est pas possible, moi je peux pas continuer comme ça. Si on veut gagner plus, en fait, faut travailler plus. Moi, j'ai besoin de structurer, j'ai besoin d'automatiser les choses. Et donc, on décide d'arrêter en très bon terme. On clôture la boîte, on va voir nos clients, etc. Et de là, part une nouvelle aventure où là, je pars vraiment dans l'IMO. C'est là où j'accélère vraiment l'IMO. J'ai monté un peu de trésor grâce à cette structure, et je décide d'accélérer en tant que investisseur, marchand de biens. Et là, j'avance. Et en parallèle de ça, je monte enfin, j'ai un de mes meilleurs amis qui m'appelle. Ça faisait 10 ans que j'essayais de l'embaucher pour qu'il vienne bosser avec moi. Et là, il me dit, bon, allez, j'en ai marre. Je veux avancer avec toi. Je sais pas dans quoi, mais j'en ai marre. Je veux quitter ma boîte. Et donc, C'était je lui quel dis, bah, profil, lui? comment on a fait notre lycée ensemble, pareil, BTP pur, il était D'accord. chef de groupe ou un truc comme ça dans une grosse boîte de BTP, et je lui dis bah vas-y, on monte une boîte de maîtrise d'œuvre dans les Hauts-de-France, et go. Et ça se fait comme ça il y a 4-5 ans derrière, et on avance sur cette boîte qui aujourd'hui fait 3 millions de chiffre d'affaires. Bon, je pense que les gens, faut qu'ils se rendent compte que ça reste de la prestation de service, mais malheureusement, malgré tout, pardon, 3 millions, c'est quand même propre en 4 ans. Mais juste, est-ce que tu peux résumer un petit peu le boulot de maître d'œuvre pour que les gens comprennent? Parce que on est écouté par des investisseurs locatifs, ils font pas forcément appel à des maîtres d'œuvre. D'autres, peut-être, ne connaissent pas le métier, et d'autres, peut-être, ont une mauvaise définition du métier. Ouais, alors j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube là-dessus, sur la différence entre l'AMO et le maître d'œuvre, parce que les gens ont vraiment du mal. Ah, c'est une Euh, catastrophe, hein. Ouais, ouais, mais ce ouais, qui est compréhensible, parce que même nous, quand on l'a ouais. appris à l'école, etc., c'était encore compliqué quand j'ai démarré, moi, chez Bouygues, je me rappelle, j'ai eu un temps d'adaptation à bien le comprendre, parce qu'en plus, les mots se ressemblent. Et en fait, le maître d'œuvre, il va être là sur la partie technique du projet. En fait, il va Mm. pas toucher à l'aspect juridique, financement. C'est pas son métier. En fait, c'est clairement ce que je disais tout à l'heure. En fait, il connaît pas l'immobilier, il connaît le BTP, bâtiment travaux publics. Tu vois. Et son métier, alors il y a des maîtres d'œuvre de conception, donc qui sont là. Les archis, par exemple, sont des maîtres d'œuvre de conception. Ils vont dessiner un projet, ils vont déposer un permis de construire, enfin tout ce qui va bien en fait pour mettre les autorisations d'urbanisme. Et derrière commence une phase qu'on va appeler DCE, c'est-à-dire que dossier de consultation des entreprises, de préchiffrage, qui est plutôt, pour moi, un métier plutôt fait pour des ingés que des archives, parce que les archives sont des artistes, et ils le font très très bien ce qu'ils font. Par contre, quand il s'agit d'aller en exécution, c'est plus compliqué. Et en fait, là, le maître d'œuvre prend la main, il va consulter les entreprises, il Mm. va bâtir un contrat avec eux, il va donner un niveau de prix en fait à son client. C'est le client qui prend toutes les décisions. C'est pas le maître d'œuvre qui va dire on travaille avec telle ou telle entreprise, mais il va donner les moyens à son client de prendre une décision. Et ensuite, il va piloter pour lui le projet jusqu'à la réception, je dis bien jusqu'à la réception, parce qu'à la réception, il va donner les clés à son client, qui lui va faire la livraison à des acquéreurs s'il revend, etc. derrière. C'est vraiment différent, parce que le maître d'œuvre ne va pas rentrer en corrélation avec les clients final, il va être juste en corrélation avec son client, celui qui paye les entreprises, enfin du coup le maître d'ouvrage. Donc vraiment, faut vraiment avoir ça en tête, c'est que le maître d'œuvre, il est là pour accompagner un investisseur, quel qu'il soit, ça peut être un promoteur, ça peut être un investisseur privé, etc., dans toute la partie BTP du métier, la partie technique, la partie construction du dossier, et pas, par contre, il va pas l'aider à obtenir son financement, il va pas l'aider à savoir quelle structure juridique il faut mettre, etc. Ça, c'est pas son métier. Mais est-ce que tu penses pas que dans une entreprise, alors parce que moi j'ai bossé aussi dans la promotion il y a quand même pas mal de temps, il y a 4 ans, et en fait souvent les métiers que tu disais étaient très disséqués, très cloisonnés. T'avais l'architecte, maître d'œuvre de conception, maître d'œuvre d'exécution, le coordinateur SPS, bon bref, t'avais tout un cheminement de métiers. Et par contre, est-ce que tu penses pas que dans une boîte de travaux, alors peut-être entreprise générale ou quoi, c'est pas le maître d'œuvre d'exécution qui est quand même la pièce maîtresse un petit peu, ou chef d'orchestre technique, parce que d'ailleurs c'est deux questions en une, n'est-ce pas là où les coûts ou les gains que tu peux faire? Est-ce que je me trompe ou pas sur mon analyse? Alors, sur un projet, ce qu'il faut savoir, c'est que
80% du dossier est maîtrisé au moment où les travaux démarrent. En fait, après, tu vas Mm. maîtriser ton aléa de coût de travaux. Ouais. C'est-à-dire que j'ai souvent tendance à dire, nous là où on va épauler, c'est par contre un mauvais maître d'œuvre peut avoir une consultation qui est pas bonne et avoir un niveau de prix qui est pas bon. Ok, Mm. c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est toujours très dur de trouver un bon maître d'œuvre. Nous, je sais que notre force, si tu veux, on a beaucoup de gens qui viennent d'entreprise générale chez nous, c'est qu'on sait très bien acheter et on maîtrise un prix mètre carré. Je te prends un exemple, on a récupéré un dossier là il y a peu de temps où en fait la consultation sortait à un peu plus de 2000 € du mètre carré de Chab. On a pris le dossier, on a traité à 1680. Tu vois, donc l'économie pour le client, en fait, Énorme. notre mission, elle coûte rien. Mm. Je te prends un autre truc, c'est j'ai un de mes membres qui détecte une opération de marchand sur un corps de ferme, etc. Il fait son estime, je lui dis non attends c'est pas bon, faut qu'on va partir sur ces coups-là. Il me dit ah ça va être chaud. Je dis ben, on va prendre ma boîte, on va faire une consulte et au fur et à mesure on va lever les loups sur le dossier. On fait la consulte, on se retrouve en fait avec la mission de maîtrise d'œuvre à être 200 balles moins cher du mètre carré que ce que lui aurait provisionné. Tu vois, donc le projet ne passe pas au début lui tout seul et il passe en prenant une prestation externe à moins cher et il gagne plus d'argent. Et du coup, on fait l'opération ensemble et on la sort et on sort 14 logements. Enfin, tu vois. Mais parce que on a un savoir-faire chez nous. Et donc, pour revenir à ta question, je pense qu'un bon maître d'œuvre peut te faire gagner énormément d'argent, peut t'épauler, peut te faire gagner beaucoup de temps aussi, et de stress. Par contre, en avoir un mauvais peut faire tout l'inverse en fait. Et c'est souvent pour ça que les gens hésitent parce qu'ils ont les mauvais retours. C'est les gens communiquent beaucoup sur ce qui se passe mal, mais Ouais. très peu sur ce qui se passe bien. Et et en fait le vrai sujet c'est de se créer un réseau avec des gens fiables autour de soi. D'ailleurs ça marche dans tout. Hein. Donc c'est pas Ouais. que la maîtrise d'œuvre, mais voilà il faut trouver les bonnes personnes. Ça prend du temps. Tu les trouves pas du jour au lendemain et au fur et à mesure d'accepter de les payer aussi parce que ça me rend dingue que dans tout projet, en fait, les mecs ont du mal à payer des zonos en prestation de service parce qu'en fait, ils savent pas ce qu'ils achètent. Et du coup, en fait, ils flippent de se faire avoir et de dépenser de l'argent inutilement. Mais du coup, leur projet, il avance pas, il sort pas. Et c'est vrai, c'est un truc Mm. qui me rend dingue. Et je l'ai vraiment vécu aussi dans le cercle sur des membres qui avaient du mal, en fait, à engager des dépenses, avec des partenaires. Mais je dis, mais si tu le fais pas, tu sauras pas le faire toi-même, en fait. Et ton projet, quand tu vas le monter sans avoir les compétences, tu vas te tromper et du coup, ton projet, il va pas sortir. Ou peut-être tu vas te tromper, puis une fois que tu le sauras, ce sera trop tard. Tu seras engagé dans un projet qui va te coûter 3 fois plus cher et c'est trop tard. En fait, si t'as déjà acheté, c'est fini, quoi. Bah, du coup, là, ça me fait poser une question parce que comment toi tu fais pour atteindre de 2000 € de Chab à 1700? S'il y a des choses un peu à ressortir, c'est quoi tes secrets? Alors, je sais pas si toi tu fais acheter les matériaux et t'as Non, non, non. non, tu Non, prends chez des entreprises, ouais, main-d'œuvre, fourniture, tu prends tout, mais t'as des prix au volume, non? C'est quoi un peu ouais. l'histoire Déjà, derrière? la première chose, c'est qu'on bosse que avec des bonnes boîtes. On ne bosse pas avec des entreprises qui travaillent pas bien. Ça, c'est une première chose parce que souvent les mecs qui vont te choper un prix parce que t'as encore un prix en dessous. Hein, mais alors là, tu sais pas la qualité que tu vas avoir. Tu vois, il y a des mecs qui arrivent à travailler à 1550 du mètre. Tu vois, et là, tu sais que forcément il y a un problème. Ouais. Donc nous, on va être là en fait une fois que la conception est faite par l'archi, avant de poser le permis de construire. On va faire une préanalyse complète en fait. On va regarder techniquement avec les bureaux d'études comment on peut optimiser le projet pour que les coûts coûtent moins cher. Ok. Alors dans Ouais. le neuf ou dans la réa c'est pareil. On va regarder qu'est-ce qu'on optimise pour que déjà de base le projet en lui-même coûte moins cher. Ok. Donc on va optimiser les volumes, on va optimiser la partie béton armé quand on est sur du neuf, etc. qui coûte 50% du prix du projet souvent. La partie VRD, la partie sous-sol, en fait, tous les sujets où il y a de l'argent à gagner, on va se positionner dessus. On va refaire travailler l'archi par rapport à ça. Et ensuite, le PC va être posé conforme. Quand le PC il est fait, c'est trop tard. En fait, on est obligé Ouais. de travailler avec ce qu'on nous a donné. Ensuite, derrière, nous, on a vraiment une méthode de consultation. C'est-à-dire qu'on a une plateforme, en fait, où on achète pour plus de 100 millions par an, en fait, de travaux. Donc déjà, on a un retour en fait sur quel est le bon prix. Donc en fait, on n'a pas besoin presque du prix des entreprises. Nous, on monte le prix sans eux et on consulte après. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises vont rentrer dans un canevas technique, c'est-à-dire qu'on fait une analyse technique avec eux, complète d'être sûr que tout est acheté, que les limites de prestations sont bien faites, etc. Et ensuite, on va rentrer dans une négo finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise, elle est en confiance. Elle est pas en train de se dire, en face de moi, j'ai des gens qui achètent au pif en fait ce qu'ils sont en train de faire. Non, ils savent clairement où ils vont. En fait, elle est rassurée. Donc elle, dans son dit, elle met pas d'aléa.
ou en tout cas, elle en met beaucoup moins. C'est-à-dire qu'elle lève les aléas petit à petit de son devis, qui fait Ça qu'elle coûte cher, arrive. l'aléa. Exactement, parce qu'en Ça fait, coûte ils très cher. proviennent. Nous, typiquement, Ouais. tu vois, quand on a fait une analyse avec tous les bureaux d'études, qu'ils soient acoustiques, thermiques, Mm. voilà, on fait une synthèse de tout ça, on monte un DCE avec une synthèse. Le mec, il se dit pas, ah ben là, vu que je sais pas trop, je vais mettre ça parce que je sais pas comment ça va se passer en chantier. Donc nous, ça, on Exact. l'a maîtrisé avant, et en fait, une fois que l'analyse technique est faite, on a levé les aléas avec eux, et on n'a plus qu'à parler de prix, en fait. Tu vois, Mm. et en fait les boîtes, alors nous le redisent maintenant, c'est qu'ils ont tendance en fait à venir travailler avec nous, parce que en fait ils ont le résultat presque d'une entreprise générale avec vraiment une présence sur site. Nous on fait tout ce qu'il faut, on est même chiant pendant le chantier, mais on fait tout ce qu'il faut pour que le chantier se termine dans le délai imparti avec les coûts qui ont été fixés. Alors pourquoi on fait ça? C'est que moi mon modèle économique il est simple, je vends du temps. Mm. J'ai mes gars en fait, ils y vont, on a un temps à passer. Mm. Si je passe 3 mois de plus, je passe 3 mois de plus et c'est tant pis pour moi en fait. Donc en fait, nous notre modèle c'est ça. Et une entreprise en fait, quand elle va sur le chantier et que c'est bien organisé et qu'elle travaille vite, elle gagne de l'argent, tout simplement, elle aussi. Et donc à la fin, quand ils font le bilan de leurs opérations, en fait, quand ils répondent pour nous, ils répondent pas au même prix que s'ils répondent à un autre maître d'œuvre ou s'ils répondaient à un client en direct. Tu vois, et c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment ça les points essentiels, c'est la conception, de connaître le niveau de prix, de faire une analyse technique et ensuite d'avoir on va dire un track record, tu sais, sur ce qu'on a fait depuis très longtemps, qui fait que les gens sont en confiance et répondent à un bon niveau de prix sur les opérations. Donc je vais mettre aussi les pieds dans le plat parce que souvent nous on fait beaucoup de travaux aussi et le truc c'est que nous on fait pas de bosser de boîtes européennes. Je vais dire ça comme ça. Ça on nous a été démarché. Aujourd'hui on n'a pas sauté le pas. Mais la question peut se poser. Tu vois aujourd'hui où les coûts des matériaux. Alors les coûts des matériaux flambent. Oui ils flambent mais bon pas non plus à doubler les prix des prestats mais quand bien même, il y a quand même un sujet d'augmentation du coût des travaux. Est-ce que quel est ton avis un peu là-dessus? Est-ce que parce que moi je trouve pas que ça. Alors, je sais pas comment le dire parce que je vais peut-être me faire tomber dessus, mais j'essaie de mesurer mes mots parce qu'en fait il faut faire des travaux, avoir une boîte de travaux et comprendre comment fonctionne le modèle économique pour un moment se dire ok, est-ce que je vais entendre de faire embaucher des pays, des gens qui viennent principalement de l'Est? Moi, je trouve pas ça une tare. Nous, on n'a pas sauté le pas, je le dis. Mais par contre, je comprends à un moment donné quand il y a des resserrements de prix, des resserrements je vois certains amis promoteurs. Je comprends qu'à un moment donné, il y ait ce type de questions dans la balance. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ouais, avec ton expérience? ce que je pense, c'est qu'il faut pas forcer une opération, déjà. Ça, c'est un truc Ouais. se faire plaisir dans un bilan économique. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est beaucoup passé, en fait, un promoteur, comme un marchand de biens, on a tous les mêmes bilans économiques. En fait, à un Ouais. moment, les tableaux Excel, c'est tous les mêmes. Toi, tu vas avoir ta préférence. Tu vois, nous, dans le cercle, on a une façon intellectuelle de fonctionner, donc on a bâti les tableaux par rapport à ça. Mais Mm. fondamentalement, on a le même bilan qu'un autre. Tu vois, c'est juste le process qui est Ouais. différent, mais à la fin, le bas de page, il est le même que quelqu'un d'autre. Donc, en fait, c'est comment t'améliores ton bilan. Facile, c'est ton prix d'achat, c'est tes coûts de travaux, c'est comment les honoraires que tu as autour. Point final, quoi, et ton prix de vente. Tu vois, Ouais. donc en fait, ce qui se passe, il y a eu plusieurs spéculations. Il y a eu pendant un moment là la spéculation sur les prix de vente. Tu sais, il y a 5 Mm. ans, on Mm. savait que le temps que t'achètes, tu fasses tes travaux, tu allais vendre 10% plus cher au Ouais. moment où t'aurais fini. Donc voilà. Et après, quand les dossiers passaient pas, au lieu de des moments de renégocier, etc., certains ont dit je vais baisser mon coût de travaux. Alors je vais pas dire que ça fonctionne pas parce que ça fonctionne. Par contre, tu sais qu'en termes de qualité d'exécution, c'est compliqué. En termes de délai, ça peut être aussi compliqué. En termes malheureusement, mais je sais pas comment expliquer ça, mais de social, les mecs dorment souvent sur le chantier, etc. Parce que c'est des gens ils le font pour ramener de Ouais. l'argent à la maison, etc. Ouais. Donc Ouais. il faut Mm. économiser sur tous les coûts possibles pour pouvoir y arriver. Alors après, si tu es en paix avec ça, et c'est OK. Et il y a des métiers qui s'y prêtent plus que d'autres. En fait, c'est pour ça que souvent, le métier de la peinture, le métier du placo, qui sont des métiers qui amènent pas beaucoup de problèmes en termes de dommages ouvrages. C'est Mm. vrai qu'on a souvent, même si on prend des grosses boîtes, ils ont souvent de la sous-traitance, tu sais, sur Ouais. ces sujets-là. Mais c'est eux qui maîtrisent ce risque et nous, on les encadre en tant que maître d'œuvre à ce qu'il n'y ait pas de problème là-dessus, tu vois, et Ouais. en tant que maître d'ouvrage aussi. Donc il faut, moi, je ne baisserai jamais mon prix de revient, que ce soit sur une opération en tant que marchand ou une opération en tant que maîtrise d'œuvre pour le compte d'un maître d'ouvrage, en lui disant ouais c'est bon, on va trouver des boîtes moins chères, on va aller acheter les fenêtres dans l'est ou au Portugal. On rentre pas dans cette mécanique, c'est pas notre objectif. Pourquoi? Parce que les promoteurs qui travaillent comme ça, aujourd'hui nous on travaille plus avec eux
Pourquoi? Parce que souvent à la fin, c'est sinistre. Il y a des sinistres qui arrivent. En fait, une opération sur deux, tu vas au sinistre. Tu respectes pas les délais convenus de base. Et à la fin, nous, en tant que maître d'œuvre, on a 3 fois plus de boulot. Mais s'ils le font avec les entreprises, ils nous payent nous aussi 3 fois moins cher. Enfin, en Ouais, fait, c'est une mécanique intellectuelle. C'est plutôt des juristes afin ouais. donc je suis pas un grand fan parce que je me dis que si tu te forces à sortir ton opération parce que tu es obligé de baisser ton coût le mètre carré de 100 ou 200 euros, ben, en fait, je me dis, le promoteur, enfin, le mec en face de toi, il a la même problématique. Donc, c'est plutôt, il va falloir rentrer dans une autre truc. C'est comment je vais jouer sur mes conditions suspensives, comment je vais travailler mon client pour améliorer mon bilan, autrement que sur le coût de travaux. Parce que aujourd'hui, en fait, moi, par exemple, mes opérations propres, je fais plus une opération avec travaux si elle est pas pilotée par ma boîte derrière. Pourquoi? Parce que je sais que c'est bien Carrément. fait. Non, mais parce Eh que je ouais, sais que c'est bien eh fait. ouais, Et je mets eh plus les ouais. mains dedans. Je le fais plus du tout. Parce que Ouais. j'ai pas le temps, parce que c'est un vrai métier et parce que mes gars, ils sont bien meilleurs que moi maintenant que moi il y a 10 ans parce que au bout de 10 ans moi je fais autre chose hein. C'est plus mon métier de faire de la maîtrise d'œuvre, c'est de l'entrepreneuriat, donc c'est un autre métier et en fait je les laisse piloter, j'accepte de payer des honoraires pour ça à l'autre boîte, à ma boîte, mais j'ai pas le choix en fait et je sais que comme ça se passe bien. Parce qu'en fait, les boîtes avec qui tu passes les marchés, elles doivent avoir une certaine taille critique. Parce que, ou des fois, tu as des artisans. Parce que, Ça dépend pardon? En fait, suivant l'opération, chez nous, on a un process où, en fait, on regarde le chiffre d'affaires de la personne, le nombre de salariés par rapport au montant. Eh ouais. Je vais pas filer. Enfin, moi, j'ai déjà vu des clients qui voulaient donner une opération à un mec, c'était le montant de son chiffre d'affaires annuel. Je dis, Ah, c'est dangereux. Oh. mais tu peux pas, en fait. Le mec, oui, je veux faire Ah, de la croissance. Ouais, ok, bah, t'es non, gentil, mais nous, on peut pas faire porter ce risque à notre client. Donc, en fait, dans l'analyse, on fait pas qu'une analyse technique et prix, on fait hmm. aussi une analyse de l'entreprise. En fait, d'ailleurs, on est obligé de récupérer toutes ces pièces, etc., Bien administratives, sûr. qu'il est à jour de ses cotisations et tout. Ouais. Et derrière, une fois qu'on a fait ça, on conseille notre client de dire, là, c'est pas possible. L'entreprise a peut-être répondu pas cher. Enfin, en tant que comment que maître d'ouvrage, investisseur, marchand de biens, hein, ce que tu veux. Ton métier, alors tout le monde veut faire ça pour faire de l'oseille, sauf que ton métier, c'est de maîtriser des risques. Hmm. Donc en fait, si à un moment t'es pas en capacité de prendre, de vraiment d'identifier des risques et de les maîtriser, tu vas te planter. Je sais pas quand, mais ça va arriver. Ouais, Donc ouais. et quand ça va arriver, ça va faire très mal. Donc parce que en fait, c'est surtout les gens ils disent ah la première opération, ouais la première opération souvent elle est pas grosse. Ouais. Continue, avance, fais 1, 2, 3, 4, 5, 10 et puis après t'es en confiance, t'as un peu plus de fonds propres, donc tu vas sur une opération plus grosse et celle-là, si tu restes dans tes codes que tu avais au démarrage, parce qu'il faut bien démarrer, je comprends, etc. Si tu restes dans tes habitudes du démarrage, bah t'as vraiment beaucoup de chances d'aller au carton, quoi. Et là, ça peut coûter très cher. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des marchands qui sont tombés en fait complètement, mais parce que ils sont restés sur leur code qu'ils avaient quand ils ont démarré, quand ils faisaient un appart, etc. Et ils ont grossi, ils sont allés sur des opérations de plus en plus grosses sans se faire accompagner et ils se sont plantés en fait. Mais ce que tu dis est très vrai, et nous on le voit parce que nous on a une boîte de travaux adossée à ce qu'on fait, et on le voit. Mais alors, et du coup, parce que tu disais un truc très vrai, c'est que quand tu donnes, par exemple, je sais pas, 100 000 euros de lot, un lot, je sais pas, un plaquiste et qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, c'est une start-up en fait. Il fait 100% de croissance, et il y a des start-up qui font 100% de croissance. Elles ont levé des fonds pour comment dire, digérer cette croissance. Mais un artisan qui, n'est pas câblé, et c'est pas méchant parce que j'embrasse Ouais, tous mes amis artisans et je les adore. Ils sont experts dans leur truc, mais l'aspect juridique, financier, commercial, ils sont sous l'eau, quoi. Et leur métier, c'est de leur donner des chantiers où ils sont dans leur, alors, on dit souvent sortir de sa zone de confort, mais des fois de rester dans sa zone de confort, c'est plutôt sa zone de génie, on va dire comme ça, c'est quand même peut-être 10-20%, mais pas 100% ou 50%, ouais. c'est les mettre au tapis, quoi. En toute honnêteté, pour moi, pour croître, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de fonds de roulement. Parce qu'en fait, surtout dans le BTP, parce que Ah ouais. faut savoir que tu achètes tes matériaux et que tu es payé souvent 60 jours fin de mois de Ouais. moment où tu les as achetés. Donc, Mm. tu as besoin de 3 mois de trésorerie de chiffre d'affaires. Donc, si ton chiffre d'affaires il double, tu as besoin du double de trésorerie, mécaniquement. Hein. Sauf que en fait, c'est pas des boîtes qui sont hyper rentables. Mm. Donc ils commencent à te demander des encours à la banque, etc. Et du coup, c'est la banque qui encaisse des agios ou des intérêts sur la ligne de crédit qu'ils leur ont mis. Et en fait, ils croient, mais ils perdent de l'argent après. Donc Ouais. vraiment, hein, c'est du vécu. Et la deuxième chose, c'est t'as besoin d'équipe en fait.
Et il y a un moment, tu trouves pas plaquiste ou électricien ou plombier comme ça chaque matin en allant à Pôle Emploi ou dans une boîte d'intérim. C'est hyper compliqué. Tu es obligé de mettre une politique de ressources humaines, etc. Et ça se construit dans le temps. Nous jouons en maîtrise d'œuvre. Notre vrai sujet, il est là. C'est-à-dire que bon, la crise est là, donc on fait aussi attention. Mais c'est un vrai sujet le recrutement et on a une vraie politique RH. Et là, je te parlais, tu vois, pour trouver pareil pour accélérer en tant que marchand. Ben, c'est pas mon problème, c'est pas les fonds propres, hein, c'est pas de trouver des OP. Hein. Non, mon problème, c'est d'avoir quelqu'un de confiance qui va être là, qui va devenir le bras droit et un jour le numéro 1 de cette boîte et qui va la faire évoluer parce qu'il faut y mettre du temps et de l'énergie. Il faut pas se tromper. Et donc en fait, quand tu fais confiance à des boîtes qui sont trop petites pour un marché qui est trop gros pour elles, ben, soit tu as une alerte, et tu fais attention tout le temps et tu acceptes de lui donner des avances, etc. Et tu acceptes qu'il va y avoir des problèmes. Et tu le fais parce que bon pour tout un tas de raisons, mais c'est une faute, nous en tant que maîtrise d'œuvre d'accepter. Ouais, ça craque au bout d'un moment, ça craque, ça craque. Nous, c'est mis à part le mec est brillant et il arrive à faire ce que tu dis, à défocus, à dézoomer et qu'il arrive à se structurer rapidement. Mais moi, de mémoire, je l'ai pas vu, donc. Attends, le truc Broussard, j'imagine t'as entendu parler. Alors, tardivement, mais oui, j'en ai entendu parler parce qu'en fait, ce monsieur, je vais te laisser continuer l'affaire. Il habite dans mon village. Je pourrais te la raconter, mais je te laisse. Mais surréaliste, je te la raconterai. Moi, en fait, on fait un apéro IMO avec le cercle à Lyon. Recontextualise les dates, Seb, s'il te plaît. Ouais, alors on est à il y a 3 ans. Tu vois, au moins. Hein. Il y a 3 ans. Et il vient, il me dit ouais voilà, j'ai fait des trucs, tu sais sur des salles de sport et tout. Bon, le mec il va être vers très intelligent. Je juge pas de ça. Et là il m'explique ce qu'il veut faire avec la boîte de travaux. De travaux. Et tu vas comprendre en fait moi il vient me voir, il me dit ouais dans le cercle voilà je te refile 10%. Non mais déjà explique-moi c'est quoi ton modèle économique parce qu'avant de te mettre en avant chez des gens avec qui j'ai toute confiance et ils ont confiance en moi, je veux comprendre ton truc parce qu'en plus c'est mon métier, je sais comment ça marche, ça va être compliqué ton histoire. Et là il m'explique et je lui dis écoute, c'est pas possible. Tu vas faire de la cavalcade, tu vas te planter, t'arriveras pas à avoir la qualité, tu vas petit à petit planter les opérations, tu vas être submergé, tu trouveras jamais d'équipe. Même si tu trouves des fonds, tu trouveras pas d'équipe. Les fonds, je dis, tu vas les trouver en faisant des appels de fonds chez les autres, ce qu'il a fait. Et tu trouveras pas d'équipe capable d'aller dans toute la France comme ça et de piloter une qualité de travaux. C'est trop compliqué. Même les boîtes d'entreprise générale, ils y arrivent pas. Ils sont obligés d'avoir des antennes locales, etc. tout le temps et ils ont mis du temps avant de grossir. Je dis, si tu fais ça, tu vas te planter. Je dis, c'est une certitude. Et je dis, moi, je peux pas te conseiller à mes membres parce que je sais que tu vas les planter. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Et bon, il me dit bon, ok, donc tact. Et en fait, il parle. Contact, il te dit juste ça. Ah ouais, il cherche pas. Bah, il a compris. De toute façon, je n'irai pas plus loin. Et je suis assez direct quand je prends les décisions. Et donc, je fais un mot dans le cercle en disant, je vous demande de ne pas travailler avec. Enfin, je vous conseille de ne pas travailler avec parce que vous allez aller au carton. Je le sens gros comme une maison. C'est pas possible en fait. Donc voilà, ça se fait ça. Et puis 3 ans plus tard, j'avais des échanges en plus avec des mecs qui commençaient à bosser avec où je leur disais arrêtez, faites gaffe. Et puis 3 ans plus tard, il arrive cette catastrophe où en fait c'était tout simplement prévisible. Mais je suis pas là pour juger de cette affaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est tout ce qu'on vient de se dire juste avant, en fait. Pour croître, il te faut du besoin, il faut de roulement, il te faut des fonds propres et il te faut des équipes capables de faire de la qualité derrière. Parce que sinon, tu crois et tu fais de la merde. Regarde les startups, il y en a plein qui grossissent et ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas réussi à s'entourer de bonnes équipes. Et à l'inverse, t'as des startups qui cartonnent parce que le CEO, quand il est arrivé avec des équipes, lui-même brillant, il avait des équipes derrière lui, etc. Et ils ont réussi à grossir comme ça. Bon, après, dans notre domaine, Mastéos a fait une jurisprudence là-dessus aussi. Hein. Et il y avait des cadors et c'était une belle boîte avec un branding X. Mais non, mais je veux dire, voilà, après, peut-être que c'est un exemple vraiment spécifique. Mais non, mais ce que tu dis, c'est très bien. Et même Broussard a fait jurisprudence dans le monde des travaux parce que moi, pour la petite histoire, c'est quand je te dis que c'est un garçon qui habitait mon village. Bon, je sais pas où, je vais pas trop dire le village, mais c'est un village entre Montpellier et Nîmes. Et en fait, les points d'alerte, c'est quand on m'a dit, Mickaël, mais en plus, ce mec, il habite là. Je dis, attends, c'est là où j'habite, je le connais pas. Pourtant, dans mon village, bon, je sais pas, voilà, je connais quand même une certaine personne. Et je me dis, ce mec, je le connais pas. Bon, il habite à un quartier X. Et je dis, ok. Et en fait, l'histoire, c'est qu'en fait, quelque temps après, je vois une pub passer sur Instagram avec un petit bateau. Alors bon, je vais donner des indices, donc ça va peut-être dire où j'habite un petit peu, mais il y a des marinas et je vois le bateau passer sur le canal de là où j'habite.
incroyable. Je dis, mais on m'en a parlé il y a quelques jours, je vois ce mec passer une pub, je dis, mais c'est incroyable. Bon, du coup, l'histoire faisant, ça déroule et j'apprends qu'il a une boîte de travaux. Et même avec mon associé, alors c'est mon associé qui porte la boîte de travaux, et je dis, mais il y a un truc qui va pas. Moi je comprenais pas comment il faisait pour, comment dire, en faisant les chiffrages d'immeubles de rapport dans toute la France en 48 heures, 72 heures, en commençant entre un mois et 2 mois après la signature d'un devis. Il y avait dans l'équation, je comprenais pas. Après, je savais pas qu'il allait se penser autant parce que je connaissais pas non plus tout l'envers du décor. Et je pense que j'ai peut-être pas ton expérience, mais il y avait des zones d'ombre quand même assez stratosphériques. Et j'entendais des gens autour de moi, ouais, on lui a passé une commande de 200 000, 300 000, 100 000, 50 000. Je dis, ah ouais, d'accord. Ben, je dis, pour moi, je te le dis honnêtement, je dis, il a cassé le game. Je dis, il a cassé le game. En plus, je voyais qu'il était référencé par toute la planète YouTube. Je dis, bon, ben, franchement, il a cassé le game. Mais toujours cette zone d'ombre. Donc, du coup, nous, on n'a jamais, avant même qu'on crée la boîte travaux, on n'a jamais fait appel à lui. On a toujours fait un peu, voilà. Mais, parce que pas à l'aise. Mais pas à l'aise, je sais pas comment te l'expliquer, mais pas à l'aise, quoi. Parce que je sais pas. Mais après coup, bon, chance pour nous, on n'a pas du tout fait appel ni pour nos clients ni pour nous-mêmes à cette prestation parce qu'on serait, on serait mort. On serait mort. Et puis même la crédibilité, la légitimité. Donc voilà pour la petite histoire. Et bon, maintenant il est parti de mon village, je le dis. Voilà, bon, il est plus là-bas. Il a vendu sa maison parce qu'à mon avis, il devait être recherché pas que par certains Ouais. et par beaucoup de monde. Mais voilà, ça a fait une certaine jurisprudence dans les travaux et ça montre qu'en fait, effectivement, que le business des travaux est pour moi il est pas scalable, il est duplicable. C'est-à-dire, comme tu l'as très bien dit, tu fais un site pilote, t'en fais un autre, tu grossis, mais tu peux pas scaler comme la promesse qu'il avait faite. C'est pas Les possible. boîtes, le mec qui sait monter une boîte de plomberie, il va faire beaucoup d'argent en fait, tu vois. Mais par contre, il va le faire dans un truc local et s'il veut le dupliquer, comme tu dis, il va pas le scaler, il va le dupliquer, et il va reprendre le Ouais. même temps là-bas pour le refaire, etc. Ou sinon, faut faire de la croissance externe, mais, mais c'est le seul moyen en fait, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Mais exactement. Mais du coup, j'ai une question qui me vient, c'est que comment tu recrutes toi aujourd'hui? Ça fera peut-être une transition aussi avec le marchand parce que tu es quand même 27. Et là, je vais parler à tous les ans parce que moi, j'aime bien parler d'immobilier, mais je pense qu'on vit une ère Alors, on peut dire comme on veut, mais je pense que les mecs, il faut qu'il y ait un état d'esprit d'entrepreneur ou de chef d'entreprise ou de gérant, tu dis comme tu veux, mais qu'il faut avoir un esprit quand même de conquérant pour travailler dans l'immobilier et vivre de l'immobilier. Moi, c'est vivre des activités que je fais et que tu fais aussi. Pour moi, c'est ça, vivre de l'immobilier. Mais, punaise, il faut se structurer. Toi, quel est ton retour d'expérience là-dessus? Vous êtes 27, tu recherches une personne sur le marchand. Explique-nous. Il y a plusieurs niveaux dans les ressources humaines. La première chose, c'est moi je structure toujours par le haut. C'est-à-dire que je vais pas embaucher comment un alternant, tu vois, et ensuite embaucher son chef, et ensuite et ensuite et ensuite. Tu vois, je vais quoi qu'il arrive structurer par le haut, accepter que la boîte en attendant, bah, elle fait moins de résultats, etc. Parce que tu as un gros salaire tout de suite. Mais Ouais. voilà. Pourquoi? Parce que la personne qui va arriver, elle va aussi arriver avec ses équipes. C'est-à-dire qu'elle a du réseau elle-même et je pense que le meilleur réseau, le plus efficace, il est par connaissance, par son propre réseau, en discutant avec les gens. Ok. Donc là, c'est comme ça que j'ai fait en fait au fur et à mesure et que j'ai construit les boîtes toujours par les gens qui m'entourent et en associant assez rapidement en fait le bras droit en fait ou la bras droite qui va intégrer. Ça c'est important pour moi. Je sais que tout le monde n'a pas cet état d'esprit, donc j'ai des moments associés des gens qui n'avaient pas l'état d'esprit d'entreprendre, mais c'est pas grave, c'était mon job dans la boîte. Hmm. Mais vraiment le but c'est de se dire on fait un effort commun pour un résultat qui est commun. Donc voilà, pour moi cette première chose c'est ça. Là par contre, du coup je vais parler du recrutement que je lance là début 1er novembre, qui sera lancé au début novembre. On a décidé de vraiment de professionnaliser l'approche parce que on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le marché à cause de la promotion qui va pas très bien. Hmm. Et on a fait différemment. On a bâti une fiche de poste très poussée sur ce qu'on recherchait, comment on le voyait, etc. On a fait ce qu'on appelle une scorecard, c'est-à-dire qu'on a défini des choses, des critères qui sont hyper importants pour nous avec des notes de pondération. Et on a mis un process très dur. Vous avez fait vous avez fait un plan, non, un PGE, un PFU, là, Non, mais en fait, le but, c'est que là, c'est des postes qui coûtent cher, c'est des postes où tu peux pas te tromper. Et dans mon réseau local, j'ai pas.
Enfin, j'ai pas. Ouais. J'ai, mais par réseau de réseau de réseau. Ouais, Donc en ouais. fait, je dis comment je pilote ça. Donc en fait, on va lancer là les choses le 1er novembre. On va balancer ça pendant un mois. On va récolter des CV. On a des premiers appels qui sont faits 20 minutes par un membre du cercle, qui est un ancien chasseur, qui va s'occuper de tout filtrer en fait, et de qualifier en fait le CV et de se dire ouais c'est bon, c'est un bon CV. Et l'objectif c'est en garder 10. Ensuite, j'ai 2 personnes proches, un associé et quelqu'un, un externe qui bosse avec moi, qui vont avoir ces gens-là en physique et ou en visio pour l'autre. Où on a listé nous les questions qu'on souhaitait et que eux posent leurs questions d'habitude, sachant qu'il y en a un qui est un pur manager et l'autre qui est plutôt vraiment avec toutes les techniques, tu sais, il y est énormément, il a lui-même un podcast, donc en fait il a plein de trucs qu'il va détecter que moi je ne vais pas détecter. Dans ces entretiens visio, on va mettre l'IA pour voir le corporel, Le etc. non-verbal. Ouais, le non-verbal. Comment pour analyser ça et derrière en fait une fois que ça s'est passé, le but c'est de garder entre 3 et 5 personnes sur lesquelles nous on a déjà préparé des exos sur ce qu'on veut voir. On rencontre la personne une première fois, on donne les exos derrière et on se revoit une semaine ou 2 semaines plus tard. On voit les gens comment ils ont analysé les choses, quelle est leur manière. En fait, le but c'est pas le résultat, on s'en fout de si c'est bon, pas bon, si on aurait fait pareil. C'est quelle est la manière, la réflexion de la personne. Et en fait, parce que derrière c'est une personne qu'on va intégrer et plus tard qui va être associée. Et je veux juste pas me tromper, c'est quelqu'un que je connais pas dans mon réseau proche. Quoi, Donc voilà, on a processé tout ça. Ça fait 2 mois qu'on est dessus et on a déjà monté le modèle économique, etc. Et voilà, maintenant il y a plus qu'à. On a des fonds propres de dispo, on a un flux d'opérations, on veut l'accélérer et on veut surtout avoir quelqu'un qui est dans la même vision que nous. Donc voilà comment on recrute là cette fois pour ce poste-là. Donc ah, voilà. c'est En fait, costaud là. ouais, mais tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, Ah ouais. pour moi, un dirigeant, il doit passer du temps à ce qui est important en fait. Ouais. Et aujourd'hui, moi, de savoir que le chantier Tartampion de la maîtrise d'œuvre, il marche, bah non. Aujourd'hui, mon sujet là dans la boîte de maîtrise d'œuvre, c'est de développer un logiciel où j'évite les frictions entre tous les services. Tu vois, rien à voir. Et là, en fait, dans la boîte de marchand, en fait, globalement, aujourd'hui, mon vrai sujet, il est comment je staffe et que je recrute. Donc, je vais y passer 2-3 mois. C'est mon sujet en marchand de biens aujourd'hui. Aujourd'hui, de savoir si la commercialisation, on va commercialiser en 3 mois ou en 6 mois, je m'en fous. Enfin, l'opération elle finira comme elle finira. J'ai quelqu'un qui s'en occupe. Ça va se finir bien parce que l'opération est bien montée et c'est ok, tu vois. Mais aujourd'hui, si je veux scaler ou en tout cas si je veux vraiment avancer fort, ben mon job c'est de recruter et de recruter bien et de mettre des moyens là-dessus et du temps et donc en fait ben j'ai fait ce qu'il faut pour y arriver en fait. C'est très basique hein, comme réflexion hein, mais c'est souvent ce qui marche. Très basique, mais c'est un recrutement à la L'Oréal où tu as 14 strates. La personne qui va arriver avec toi, elle va être, En fait, c'est le champion olympique. tu C'est sais un que t'as Lebrun. quelqu'un de motivé. Enfin, je veux dire, enfin, Ouais. imagine, mets-toi à la place de quelqu'un qui aujourd'hui se dit, tiens, je vais dans une boîte, allez, qui travaille comme ça un peu partout dans toute la France, qui fait des opérations de marchand partout. Mec, comment il va nous comprendre? Si le mec il est vraiment motivé et qu'il se rend compte du poste qu'est là, mais le mec il va être content en fait de passer le chemin en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois? T'as Ouais, que le ça va mec être naturel. qui Ça va me être font naturel. chier, mais qu'est-ce qu'il va faire quand il y aura un problème en fait? Eh oui, Qu'est-ce qu'il va ouais. faire quand il va avoir un problème en face de lui? Parce que nous, notre métier, c'est de résoudre, enfin, d'être chef d'orchestre, c'est de résoudre des problèmes qu'on va te remonter. Donc, s'il n'est pas capable de résoudre ce problème-là, je me Ouais. dis c'est pas la peine en fait. C'est que c'est pas quelqu'un qui sera dans la même vision. Non, mais je te charrie, mais c'est vrai que c'est tellement important. Nous, on a perdu beaucoup d'argent l'année dernière. Non, il y a 2 ans, sur des mauvais choix de recrutement. Donc, je vois très, 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 très bien ce que tu veux dire. Et du coup, j'aimerais quand même qu'on parle quand même du métier de marchand, parce que bon, toi, voilà, je dis pas que t'es un ancien, mais t'en fais quand même depuis un certain moment. Tu as naviguer même au début, je pense, de ta carrière de Bouygues, maîtrise d'œuvre, tout ça, auprès de ces gens-là, promoteur et marchand. Alors, promoteur dans le monde du YouTube, j'ai pas entendu une formation devenir promoteur à aujourd'hui, et je lui souhaite bien du courage, mais bon, bref, ça c'est pour la petite blague. Mais du coup, toi aujourd'hui, comment tu vois le métier de marchand évoluer? T'as fait partie de ceux qui ont monté voilà le cercle MDB. Tu fais de la création de contenu là-dessus, donc tu vulgarises et comment on peut dire, tu évangélises un petit peu ce métier-là. Comment tu vois un peu ce métier évoluer, parce qu'il a quand même vachement évolué. Il est sorti un peu de terre là ces 3-4 dernières années, on va dire.
il y a tout. On en tourne tout. On dit que c'est facile, c'est pas facile. Comment dire, on oppose le locatif au marchand de biens, alors que moi je trouve que c'est une hérésie complète. C'est complémentaire, mais bon, après c'est autre chose. Enfin, la question est un peu fourre-tout, mais j'aimerais avoir ton analyse, ton expertise là-dessus, pour que avoir, ben voilà, ton avis là-dessus, tout simplement. Pour moi, c'est pas un métier qui est facile, c'est un métier qui est très difficile, qui est complètement différent de l'investissement locatif. Encore une fois, c'est pas les mêmes structurations, c'est pas, en fait, sur l'aspect immobilier des choses, c'est vraiment différent. Donc, Ouais. pour moi, il faut le décorréler. Par contre, c'est sûr que si t'as déjà fait un peu de locatif, t'as des bases qui vont te servir, forcément. Mais si t'as des bases de commerciales, ça te sert autant dans le marchand que d'avoir des bases en locatif, tu vois, parce que Mm. voilà. Pour moi, le métier, il est structuré de quatre façons: la partie développement, la partie administrative financier, la partie la partie opérationnelle des choses et la partie commerciale. En fait, c'est les quatre sujets qu'il faut appréhender. Et là-dessus, euh, je pense que t'as pas besoin d'être un expert sur tous les domaines. Moi, je le suis pas. Petit à petit, je deviens meilleur sur chacun des domaines, mais y a pas besoin d'être expert partout. Par contre, il faut se concentrer, encore une fois, aux bons endroits, au bon moment. Quand les mecs, nous, même des mecs qui veulent rentrer dans le cercle et qui me disent je veux faire une formation, je veux tout comprendre, enfin, en fait, il y a un moment, ça sert à rien, sinon tu vas jamais avancer. Il faut faire les choses étape par étape. Tu as besoin d'être un chef d'orchestre, tu as besoin de comprendre où est l'information, d'arriver à aller la chercher, d'arriver à la traiter, d'arriver à la redescendre, en fait, et à la modéliser sur ton opération, en fait. C'est ça qui est important. Donc pour moi, métier de marchand de biens, par contre, c'est un métier qui est difficile parce qu'il demande justement d'avoir pas mal de cordes à son arc, mais encore une fois, de pas te connaître tout par cœur, mais de savoir où trouver l'information, comment, d'avoir le bon réseau. Et pour ça, en fait, pour moi, quand on débute, il faut se faire accompagner. Quand je dis accompagner, c'est pas forcément par le cercle, par ce qui existe, etc., mais ça peut être par un mentor, ça peut être par des avocats. Enfin, en tout cas, il faut s'entourer. Oui, une compétence des quatre pôles que tu as cités, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Là où tu as des lacunes, en tout cas. Mais exactement. Et en Mm. fait, tu vois, au départ, quand tu commences, faut se concentrer sur le développement. Il n'y a pas besoin de savoir quelle boîte tu vas monter. On en a rien à foutre. C'est Ouais. comment tu modélises, comment tu analyses un bilan, quelles sont les contraintes à regarder. En fait, dans la partie montage, tu vois, j'ai toujours tendance à dire que le développement, ça va jusqu'à ton compromis. C'est-à-dire que c'est toute la phase d'analyse du secteur, de recherche, de modélisation, les bonnes Ouais. conditions suspensives, etc., pour se dire mon modèle il marche. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, Mm. je disais faut pas baisser le coût de travaux, mais quelles conditions suspensives vont faire que en fait ton opération avec des conditions suspensives, t'as plus de frais financiers et ton opération elle passe. En fait, tu vois, Ouais. il y a plein de sujets qui peuvent être mis sur la table qui vont te permettre en fait sur cette phase-là, pour aller jusqu'au compromis, il faut se concentrer sur celle-là. Une fois que tu as fait celle-là, tu arrives dans ta phase montage et là arrive l'administratif, le financier et toutes les problèmes si tu as un PC à poser, etc. Jusqu'à en fait ta réitération, le fait que toi t'achètes le bien, tu vois. Mm. Donc pendant cette partie-là, tu as une partie montage où tu dois dérisquer l'opération au départ quand tu es sous promesse, tu es encore en risque et au moment où tu achètes, tu dois avoir levé 80 à 90% des problèmes en fait. Tu vois, l'opération, elle doit être fondée sur de bonnes bases. Et en fait, tout ça, ça doit être dérisqué pendant cette partie. Et donc là, il va falloir que tu chopes un financement qui fonctionne bien, que tu aies un taux de commercialisation qui fonctionne bien, comment que ton PC il soit accepté et validé dans un coût qui va te permettre de le réaliser. Si tu es sur une vire, il va falloir que tu aies monté toutes les étapes, avec l'homme de l'art, avec ton maître d'œuvre, etc., pour avoir un dossier hyper carré, obtenir ta GFA. Tu vois, en fait, suivant le type de bien que tu trouves, là, la partie montage, c'est là où elle demande, pour moi, le plus d'accompagnement, en fait. C'est là où, à un moment, tout le monde, au bout d'un moment, va avoir compris l'étude secteur, le prix de sortie, ok. Sauf que, comment après tu fais le montage et comment tu te trompes pas dans un délai qui est court? T'as pas 36 mois pour le faire, en fait. Donc, il y a un moment, il faut y passer du temps, il faut pas se tromper, prendre les choses les unes après les autres et arriver à un montage efficace qui te permet, en fait, de réitérer. Et ensuite, normalement, même ta commercialisation, elle est déjà passée. Alors, quand je dis ta commercialisation,
ça va être toute la partie communication, la partie identification du personnage, de la personne qui va t'acheter. Est-ce qu'elle a les moyens d'acheter le bien qui est en corrélation? Enfin, quand tu fais un bien de 150 mètres carrés dans un endroit où il y a que des gens qui veulent des trucs de 80, ça marche pas. Et je les ai fait ces erreurs. Hein. Je suis pas en train de dire je suis le meilleur du monde. J'ai des trucs que j'ai transformés en locatif parce qu'en marchand ça passe pas et je me suis gouré. Et en fait maintenant on a processé nous en tout cas le système pour vraiment arriver à quelque chose enfin une procédure claire qui te permet en fait de passer les étapes une à une et de te dire voilà, au moment où je veux ma réitération, je sais où je vais, je sais ce qui se passe. J'ai dérisqué complètement mon opération et du coup lever les fonds n'est pas un problème. Nous on a un club deal où les mecs ils postent un poste quand ils sont validés en club deal, il est 20 millions dans la journée parce qu'en fait on sait que c'est dérisqué, on sait que l'opération va aller au bout, on sait que le rendement annoncé va être celui-là et en fait bah, les opérations sortent et ensuite la phase opérationnelle derrière. J'ai envie de te dire, en plus, elle est totalement délégale parce que tu as dérisqué presque tout. Tu peux filer ça à un maître d'œuvre qui, lui, va te piloter les 5% d'aléas travaux. Tu t'en fous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le maître d'œuvre, il va s'occuper de rester dans le budget, de s'assurer qu'il n'y ait pas des TS qui arrivent, qu'on livre dans le délai, en qualité. Toi, même si tu connais rien aux travaux, c'est pas très grave, en fait. Alors, c'est con, c'est mon métier de base et j'ai du mal à le dire, mais c'est comme ça. C'est que, en fait, bah, dans le métier de marchand, faut déléguer cette partie-là. Et puis la partie commerciale qui doit être montée au fur et à mesure parce que pour moi, le commercial, il a dès la partie développement, c'est-à-dire que de bien analyser son prix de sortie. Tu vois, là, nous, on va appuyer très fortement sur la boîte qu'on va créer, sur les outils de défisc. Bah, les prix de sortie sont pas du tout les mêmes. La méthode d'analyser son secteur, elle n'est pas du tout la même. Les réseaux de commercialisation ne sont pas du tout les mêmes. Les moyens qu'on met en œuvre en termes de com, etc., sont pas les mêmes. Donc, en fait, c'est un autre sujet. Donc, tout ça pour en revenir qu'au métier de marchand de biens, sur tout ce que je viens de te dire, ça dépend comment tu le fais. Si tu veux faire un appart rénové que tu revends clé en main, je pense que fondamentalement tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs nous on conseille beaucoup aux gens qui rentrent chez nous d'en faire très rapidement 2, 3 parce que c'est quelque chose d'assez simple qui permet de faire 10, 15, 20, 30 000 fois 5, tu as fait 150 000. Enfin tu vois, et ça te permet de créer de la trésor, de créer du savoir-faire, de créer du réseau parce qu'en fait marchand de biens pour moi faut être en agitation autour de soi et aller rentrer dans des réseaux soit d'acquisition, des réseaux de vente et donner un peu à manger à tout le monde. Tu vois, plus tu vas donner des honoraires, plus tu vas faire travailler les gens autour de toi, plus naturellement les choses vont revenir vers toi. Et ça, bah, un des cofondateurs, Arnaud Duvivier, étant des spécialistes de ça. Alors maintenant, il est plus, enfin, il est toujours dans le cercle, mais il est plus associé parce qu'il a souhaité sortir. Mais comment pour se concentrer justement au métier de marchand de biens. Mais tu vois, cette année, il va faire 1 million de marge. Je sais que je peux le dire, il s'en fout. Il va faire 1 million de marge. Et le mec, il fait jamais de travaux. Il fait des flips une fois sur deux. Et il s'emmerde pas. Par contre, lui, son job, c'est d'être partout. Il donne des conférences, il donne des trucs dans des réseaux, en fait, qui ont rien à voir avec ça. Mais il va juste accéder à des gens qui ont de l'argent, qui souhaitent acheter ses produits. Et lui, il trouve les produits en adéquation avec les gens de ce qu'ils souhaitent. En fait, il identifie le persona, qu'est-ce qu'il a besoin, et lui, il s'occupe de chercher. Et en fait, tu vois, c'est une manière de créer et de faire le marchand. Et après, lui, il veut dérisquer son opération, bah, il passe dans l'atelier, il dit, bah voilà, moi j'ai ça, comment je peux dérisquer mon truc pour être sûr que ça se passe bien, quel avocat il faut que je prenne, quel truc. Enfin, tu vois, il respecte les étapes pour se dérisquer complètement. Il lui faut de la trésor, bah, il me dit, j'ai pas la trésor, il lui faut il lui faut de l'argent pour une opération qu'il fait en flip, il achète le matin, il vend le soir. Il m'a appelé, il me dit, il y a ça, bah, je dis, ouais, vas-y, c'est bon, je pars avec toi, ego, quoi, je te mets les fonds propres, alors on n'est pas associés, moi, il me rémunère les fonds propres, point. Tu vois, et le gars, et pourtant il a pas fait, il sait à peine se servir d'Excel parce que ça le saoule, tu vois, et c'est pas grave. Et tu vois, nous on a beaucoup identifié parce qu'il y a une manière de faire le marchand différent, mais tu as aussi toi comme tes qualités, tes défauts, ta vitesse d'implémentation, comment tu fonctionnes. Tu vois, on a des gens qui sont purs commerçants, on a des gens qui sont plutôt profil ingénieur, on a des gens qui sont autodidactes, on a vraiment un peu de tout et dans le cercle. Et en fait, aujourd'hui, du coup, on a même revu un peu enfin, on n'a pas revu un peu, on a revu complètement. C'est-à-dire qu'on a la partie, tu vois, accompagnement sur la partie technique, comme je te disais, hein, sur les étapes et tout, parce que c'est hyper important. Et on a aussi l'accompagnement sur l'entrepreneur en tant que lui-même, parce qu'en fait, on identifie ce qui va pas, et on va pas forcément dire ça va pas, faut que tu progresses, tu vois. C'est comment tu vas régler ce problème. C'est pas, faut que tu connaisses tout. Je sais pas, en méthode de financement, tu connais rien. C'est pas très grave. Comment tu vas faire pour t'améliorer sur ces méthodes de financement? C'est soit peut-être tu prends une assistante administrative et financière qui va te piloter tout ça parce que clairement ça te fait chier et remplir un tableau pour savoir si ça va te faire gagner plus ou moins, ça t'emmerde. Bah tu vas embaucher peut-être quelqu'un. Et en fait, on est en train de monter les modèles économiques différents qui sont celui du solopreneur, celui de l'artisan marchand de biens, celui de la PME, et avec ou pas l'objectif un jour de vendre la boîte. Et en fait, tu te rends compte que les modèles sont tous différents et qu'en fait, il n'y a pas un modèle mieux que l'autre, il y a un modèle qui
il va à l'entrepreneur qui est en face, en fait, tu vois. Mais tu penses pas qu'en fait, il faut. Moi, alors, je te donne mon avis, comme ça, moi, je me mouille un peu. Je pense qu'il faut commencer par l'investissement locatif. Alors, t'en fais au moins un, deux, trois, avant même. Alors, avant même de faire du marchand. Alors, je sais pas si ça corrobore avec ce que tu as dit tout à l'heure, parce que tu as dit tout à l'heure que c'était deux métiers différents. Mais pourquoi je te dis ça? Et d'ailleurs, tu peux être en désaccord complet avec moi et avec grand plaisir, parce qu'en fait, pour moi, tu fais. Alors, pour moi. Je te donne le fil 100%. Comme ça, moi, tu vas me donner ton avis sur 100%. C'est que je pense qu'avant de faire du marchand, il faut faire le cycle de l'investisseur. C'est quoi? C'est achat, tu fais des travaux, tu meubles, si tant est que tu fasses du LMNP ou autre chose, ou peu importe, hein, et tu gères tous les problèmes pendant de l'exploitation. Et tu revends. Voilà. Tu fais ça sur au moins un minimum, voire une, voire deux, trois OP, pour voir un peu tous les rouages du cycle. Parce qu'en fait, on l'a très bien dit un petit peu avant, c'est que on a quand même, on gère des problèmes au quotidien en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que investisseur immobilier. Que tu en fasses un ou quatre, tu es investisseur immobilier, mais tu gères quand même des problèmes. Et moi, je trouve que marchand de biens, c'est tellement un peu à la mode en ce moment que je me dis certains qui n'ont pas fait d'investissement locatif, qui n'ont pas connu et qui n'écoutent que les paillettes, je me dis c'est pas possible. Les paillettes à un moment donné, c'est dans les étoiles, hein, c'est pas dans la vraie vie quoi. Donc je sais pas. Et après il y a une autre chose, c'est l'état d'esprit. Il y en a d'autres, je me dis c'est pas possible, ils vont se planter. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Peut-être que j'ai tort, hein. J'ai peut-être Non, tort, hein, en je fait, sais pas. sur un prisme. Et t'as raison sur le gars qui va vendre de l'investissement locatif LMNP clé en main. C'est bien qu'il l'ait vu avant parce qu'il déjà il a la Ouais, preuve sociale, il peut montrer. Mais ça, en termes de marchand de biens, les trucs que je vends en LMNP, c'est peut-être 10% de mon chiffre d'affaires. Donc en fait, d'accord. et encore, je suis même pas sûr que cette année j'ai vendu des biens en LMNP. Je sais même plus. Je crois pas que cette année, tu vois, j'ai des biens à vendre comme ça parce qu'en fait, en ce moment, vu que c'est typiquement la cible qu'il faut pas aller chercher parce qu'elle a pas de fric, parce qu'elle est pas finançable, parce que elle veut acheter des rendements à 8, 9, 10 et que Eh en fait c'est pas possible d'avoir. Donc en fait, tu vois, il y a 5 ans, c'était peut-être le cas. Tu vois, oui, aujourd'hui, ouais, je pense qu'il y a pas besoin. Et en fait, justement, on a plein de gens qui rentrent chez nous, on est obligé parce qu'ils viennent de formations diverses et variées, et on est ouais, obligé de leur casser tous les codes du locatif. Parce qu'en fait, eh quand tu ouais, as du locatif en marchand, t'arrives pas à apprendre. Nous, on vend de la résidence principale. On va vendre des outils de défisc. Donc le mec quand il achète un outil de défisc, autant te dire que l'immobilier, il en a rien à secouer. Donc ouais. que tu sois fait de l'immobilier ou pas avant, C'est un on s'en véhicule, fout. hein. Point barre. Ouais. Et voilà. Et en Mm. fait, vraiment, ce qu'il faut, c'est de je dis rigoureux, mais pour moi, c'est une grosse qualité en tant que marchand de biens, c'est de respecter les étapes. T'es un chef d'orchestre, t'as des étapes et il faut les respecter. Enfin, c'est comme, j'en sais rien, un pâtissier, bah, il a des étapes pour faire un pain au chocolat. C'est pareil, une chocolatine, je sais pas comment on dit chez toi. Et Pain au chocolat. Nous, on est team pain au chocolat. mais tu vois il y a des étapes à respecter, il faut les connaître. T'es Ouais. un chef d'entreprise, t'es dans une structure commerciale, tandis qu'en locatif, justement, tu peux faire des erreurs, t'as du temps, c'est pas très grave. Moi, j'ai fait des erreurs, bah tu les Elle coûte absorbes. moins cher en locatif, les erreurs. Elle coûte Bah, même. bah oui, parce que l'erreur, elle se paye sur 20 ans et pas sur 2 ans. Ouais. Donc, donc ça change tout. Et tandis qu'en marchand, en fait, tu peux pas faire ce genre d'erreur. Donc, en fait, ça va te demander d'avoir plutôt une approche très professionnelle des choses, de te structurer, de faire les choses intelligemment, pas qu'au ressenti, de vraiment maîtriser ce que tu fais. Et pour moi, tu vois, le locatif n'est vraiment pas nécessaire. Je dis pas que c'est pas un plus de temps en temps. D'accord. C'est un plus pour certaines typologies d'opérations, mais sinon en soi, en fait, c'est pas non. Moi, le nombre de gens, j'ai dit, mais ils me disaient, mais attends, je vais jamais pouvoir vendre à 5% de rendement. Mais pourquoi? Mais parce que toi, tu veux pas acheter du 5% de rendement, d'accord. Tu crois que les Mais, gens autour de toi, ils veulent pas acheter du 5% de rendement? mais 95% des investisseurs achètent du rendement. Il faut entre 3 et 6, hein. Je veux dire, il y a. Et en fait, c'est parce que eux, ils regardent pas le rendement. Eh oui. Ils vont Non, mais regarder oui, non, le mais temps d'épargne, ils vont regarder le fait qu'ils achètent un produit immobilier de qualité. ouais. Et en fait, donc si tu as ce prisme-là, t'arrives pas à baisser ton prix de vente, t'arrives pas à mettre ton prix de sortie. Donc en fait, tu vois, c'est pour ça qu'il y a, suivant la valeur qu'on amène au bien, Ouais. il faut juste très pragmatique. Nous, on a des méthodes. En fait, tu l'appliques et en fait, ça marche. Alors, encore une fois, oui, tu l'appliques. Puis des moments où il y a le cas qui est un peu différent. C'est aussi pour ça qu'on demande un minimum de 20% de marge parce que comme ça, quand tu as des erreurs, bah, tu finis peut-être à 10, à 5 ou au pire à 0, mais tu finis pas à moins 20. Tu vois, c'est ça qui est important. On est d'accord. Mais tu penses que parce que même sans fonds, tu peux démarrer en tant que Ah ouais. marchand de biens? Ouais, alors encore une fois, ce que je te dis tout à l'heure, si tout le montage est bon.
Les L'argent, fonds, tu le trouves. mais oui, parce qu'en fait, si ton opération elle est bonne, je sais pas, elle fait 20-30% de marge, qu'est-ce que tu t'en fous d'aller filer 5% à un mec qui va te financer les fonds propres? Tu t'en fous. Tu feras quand même 15%. Si t'avais 20, tu feras 15. Et en fait, il faut juste l'accepter, que le mec qui prend le risque, c'est le mec qui prend les fonds, qui pose les fonds. Donc en fait, il va te demander un rendement qui est important, et point final. C'est pas, tu vois, c'est pas compliqué. Quel Par contre, est... Oui, pardon, par excuse-moi. contre, il te faut de la crédibilité et il faut que ton montage il soit bien Ouais, fait. Parce que ouais, c'est si ça. ton montage c'est de la merde, que enfin, tu vois, quand t'as des approches, enfin, nous on a vu des trucs, mais ben tu sais, genre, je veux rentrer dans le cercle, mais d'abord vous me trouvez le financement sur cette OP. Bah ok, c'est quoi ton OP déjà? Fais voir, bah ton OP c'est de la merde, donc non, on ne financera pas. Et c'est rien que tu rentres pour avoir un financement sur une OP qui est mal montée. Ton OP, il faut que tu t'en ailles, tu la quittes parce que tu vas y laisser ton slip. Et là, en fait, tu vas pas faire de marchand, mais tu vas plus rien faire non plus, rien de ta vie, parce que tu vas payer toute ta vie avec ce bien-là. Ouais, Et vraiment, et c'est des décisions compliquées, mais on est on est très terre à terre et on dit les choses, tu vois, parce que ouais, ouais. y a pas besoin, on n'est pas là pour se caresser dans le sens du poil, on s'en fout. Le but c'est que les gens avancent. Il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien, et comment on prend les bonnes décisions au fur et à mesure par rapport aux éléments qu'on a, et c'est ça qui est important. Parce que moi, la question qui me vient, là, c'est quelle typologie de projet qui est dégueulasse et qui est bon? C'est-à-dire, alors, peut-être tu vas peut-être me faire une réponse un peu vague, mais je te la pose quand même. Parce que est-ce que c'est plutôt d'acheter un immeuble à la découpe, une division parcellaire, ou c'est le projet qui fait sens et en gros tu déroules? En ce moment, en fait, c'est une histoire de moment. Division parcellaire, en ce moment, c'est compliqué. Pourquoi? Parce Hmm. que il y a les terrains à bâtir sont très difficiles à vendre. Ouais. Donc c'est assez compliqué parce que les gens n'ont pas de financement pour construire leur résidence principale ou même une résidence secondaire, etc. C'est des trucs compliqués. En fait, aujourd'hui, c'est comment tu identifies ton personnage, enfin le mec qui va t'acheter. Est-ce qu'il est finançable? Est-ce qu'il a les moyens d'acheter ce que tu es en train de faire? Et après, l'opération elle est bonne. Tu t'en Non, fous mais du les reste. 2 dernières années, les primo-accédants étaient plus là. Les résidences principales avec les taux qui ont fait 400%. À un moment donné, le persona, Ouais, mais t'as juste un niveau de prix, t'as juste les biens, tu vois, on est allé sur des biens de plus en plus petits. Pourquoi? Parce que les grosses opérations, bah, on se rend compte que c'est compliqué. Ou alors sinon, il faut aller dans le luxe. Et là, le luxe, ça cartonne. Enfin, tu vois, encore une fois, hmm. t'identifies. Tu vois, moi, j'ai 2 immeubles à la découpe en ce moment à Toulon. Bah ouais, mais on les a achetés pas cher du tout, en fait. Donc on a dû acheter à 1000 1000 du mètre, donc oui, vendre à 2005. Donc dans le fait que des gens puissent nous acheter, qui sont de bons personas, c'est les surfaces qui leur plaisent, bah, c'est facile en fait, tu vois. Hmm. Parce que mais par contre du coup en attendant on se précipite pas. Il y a des opérations qu'avant on aurait faites en achetant un peu plus cher qu'on n'achète plus. Et en fait le bien t'inquiète pas, hein, sinon on l'achète pas, personne va l'acheter, hein. On a tous les mêmes bilans, hein. Je reviens à ce que j'ai dit au début du podcast, hein. On Ouais. a tous les mêmes bilans économiques, hein. Après, il y a ceux qui prennent des risques et qui se trompent et qui vont se planter, bah faut les laisser. Et tu vois, quand je vois tout ce qui sort, alors là c'était ma petite, quand je vois tout ce qui sort sur le net, sur le marchand de biens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se planter dans les années à venir. Donc alors, en tout cas, faut laisser faire. Et puis bah, le nombre de personnes qui arrivent avec des dossiers en disant bah, j'ai un marchand de biens dessus, ça va pas, il faut lui racheter. Et le mec il prend sa perte, il perd 20, 30, 40, 50, 100 000, et il prend sa perte et il passe à autre chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai 2 opérations qui sont mal passées. Je prends ma perte et je sors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu dis que t'as perdu, t'es à zéro ou t'as fait du Ah, moins? je suis négatif, du Ouais, négatif. négatif. Et parce que, mais alors il y en a une où on a refinancé en locatif, donc en fait comme ça on perd pas, on attend que le marché Ouais. restabilise. Tandis que l'autre non, on prend notre perte et on passe à autre chose. Mais c'est comme ça en fait. Pas fait d'erreur de base. Enfin, si quelques erreurs au début d'identification. Enfin bref. Et en fait derrière le marché qui a complètement bougé, les taux qui ont changé, etc. Et on revend au même prix, sauf qu'on a nos intérêts de 24 mois qui courent. Et du coup, bah tu Ça prends ta pique. perte. C'est la banque qui a gagné. C'est comme ça. Enfin, ça pique. J'ai envie de te dire. Tu vois. C'est aussi pour ça qu'il faut t'associer. Tu vois, on est 4 sur Ouais. l'opération. Elle était plus grosse, donc on s'est dit on va pas y aller tout seul. On va encore une fois dérisquer l'opération. C'est pas dire Hmm. qu'il se passe bien, c'est que tu dérisques ton opération au fur et à mesure. Tu vois, et en fait quand ton opération elle est dérisquée, bah, quand ça se passe mal, ça fait pas mal. Ça fait chier, mais ça fait pas mal. Tu C'est vois. quand je vais appeler le titre dérisqué. Ouais, mais Non mais c'est vraiment le sujet ouais, hein, du marchand de biens. Hein. Et c'est bah, comment petit à petit tu vas amener ton opération à avoir la certitude qu'elle se passe bien. Alors certitude, c'est jamais à 100% parce ouais. que mais voilà, c'est ça notre métier en fait. Et après justement, tu cales un niveau de marge pour faire du retour retour sur fonds propres et puis bah, petit à petit tu grossis et voilà.
Bon, ok. Si on veut terminer le podcast en parlant du cercle MDB quand même, parce que bon, c'est un petit peu l'un de tes derniers bébés, si j'ai bien compris. T'as pas fait d'autres trucs après, si, non, peut-être. Ouais, c'est la boîte d'audit énergétique qui est en cours là, qui est lancée depuis cette année où on a eu tous Ah les ben, certifs, ah ben, etc. avant de parler du cercle MDB, c'est parce que nous, l'audit énergétique, nous, on n'en fait pas, on peut pas. Mais bon, bref, c'est pas pour parler de la boîte de travaux, mais c'est un sujet nous qu'on fait. Euh, En c'est fait, quoi en fait ce bébé on a monté alors? une boîte d'audit énergétique à la demande d'un de nos clients. Bailleur social, j'imagine, non? Non, 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 non. Bah, Non. je veux pas le citer là pour l'instant parce Non, que mais c'est pas pour citer le nom du promoteur, mais non, non, c'est une banque en fait qui est venue nous chercher pour d'accord. avoir quelqu'un de fiable parce qu'ils en ont marre des auditeurs qui font n'importe quoi en fait et Ouais. qui conseillent très mal leurs clients. En fait, c'est de l'abattage et qui prennent soit en fait t'avais une concurrence en fait qui a un niveau de prix très élevé et qui est plutôt très écolo et qui du coup conseille le client pour un côté écolo mais pas pour un côté pragmatique où le mec il a besoin de faire des économies. Et puis à l'inverse t'as les gros du secteur qui eux vont aller chercher de l'upsell pour eux. C'est-à-dire, par exemple, EDF, il va aller chercher de faire de la réno pour que les gens passent à l'électrique. C'est un peu Ouais. logique. Ouais. Et c'est Mm. normal, en fait. Ils travaillent pour eux. Donc en fait, nous, ils sont venus nous chercher pour avoir quelqu'un d'intermédiaire là-dedans. Donc, on a monté cette boîte, on s'est fait certifier en audit B2C et on va passer le B2B. Pourquoi le B2C? Alors, le B2C, c'est parce que c'est une étape obligatoire. Et B2B, c'est aussi pour être dans les copros, avec la loi ZAN, enfin la loi climat et résilience et la ZAN. On a pas mal aussi d'industriels qui sont obligés de se revoir leur modèle. Et en fait, le but, c'est d'être en amont des projets pour qu'on puisse faire la maîtrise d'œuvre derrière. En fait, là, c'est vraiment une volonté entrepreneuriale. En fait, donc ce partenaire vient nous chercher. Nous, on se dit, bon, ok, on peut y aller parce que c'est un gros. Quand il va nous envoyer du volume, on aura du volume. Mais par contre, comment nous, on va y trouver un avantage pour les boîtes qui sont connexes? En fait, c'est toujours pareil. Et aujourd'hui, en fait, cette boîte, ça nous permet d'être en amont de projet, en fait, pour faire la maîtrise d'œuvre derrière, si besoin. Et aussi, sur toutes les opérations de marchand de biens en France, on est capable de faire des audits, si tu veux, projetés, Ouais. qui n'ont pas de valeur juridique pour aller chercher des aides, attention, mais Ouais. qui permettent d'avoir un audit projeté, de savoir ce que tu dois faire, à un tarif qui est assez bas, en fait, en donnant une méthodologie. Ça permet aux gens, en fait, d'avoir un audit projeté et de se dire, là, tu vois, typiquement, j'ai une opération, comment ils nous ont donné les audits projetés hier. Aujourd'hui, on est en E et ils nous ont donné l'audit projeté et le montant que ça coûtait exact, pas un montant d'un logiciel qui te fait le truc à l'arrache pour passer en B. Et en fait, là, on va vendre un produit de très haute qualité en bord de mer en audit énergétique B. Et c'est pas du tout la même commercialisation, tu vois. Donc voilà, Ah, voilà pour pas du tout. Non, mais tu vois, par exemple, nous, on est carrément dans cette veine. Alors, c'est pas pour faire la promo de ce qu'on fait, mais c'est vraiment pour te dire vraiment les grandes lignes. C'est que nous, on fait exactement ça depuis 3 ans et demi, où on donne un DPE projeté et on s'engage sur le montant des travaux pour atteindre cette classe énergétique. parfait Et ça. soit depuis 3 ans et demi. Alors, on n'est pas auditeur énergétique, on peut pas le valoriser, mais tu vois, on est approché aussi par le domaine bancaire, tu vois, donc pour pas citer de nom, donc je pourrais pas le dire non plus. Mais par contre, ces gens-là sont très 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 friands de ces expertises-là, parce qu'en fait, après ça dépend aussi comme de quelle format, si elle est au national, local, parce que ça dépend aussi d'énormément de choses. Mais surtout, ce qu'ils regardent, c'est cette notion de valeur verte qui est galvaudée un petit peu et qui après c'est mon avis personnel, va avoir de plus en plus de sens dans les années qui arrivent. Ah mais en fait c'est une Voilà. certitude parce qu'en fait le green asset là on en a parlé avec justement la banque et pendant les workdays du CERC qui sont venus faire une intervention et en gros dans les dossiers de financement en fait c'est pareil ils ont un scoring bancaire Ouais. et le projet en fait il faut savoir que 98% de leur empreinte énergétique aux banques de leur empreinte carbone c'est du financement donc en fait il Ah va oui. falloir qu'ils financent du green c'est tout les projets qui seront pas green seront passés en deuxième plan. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Il y a pas le choix. Alors, je te donne juste un retour d'expérience. D'ailleurs, ça peut peut-être, je sais pas, mais peut-être tu l'as déjà été confronté. Mais nous, on a un client, grâce à notre expertise de ça, il a gagné. Alors, attends, que je me trompe pas, parce que c'est plusieurs qui ont eu le sujet. Alors, c'était pas beaucoup, mais je pense que ça va s'accentuer dans les années à venir. En fonction de chaque classe, il gagne entre 0,05 et 0,1 de points en taux nominal. Ah oui, ça m'étonne pas et ça va Ouais. s'accentuer parce que je pense qu'en plus, en toute honnêteté, les politiques, à un moment, c'est là-dessus qu'ils vont appuyer. Tu vois, nous, on travaille du coup beaucoup avec ma prime rénov, Ouais. mais ils vont appuyer en fait aussi sur les banques. C'est-à-dire qu'ils vont le prêt à taux zéro. Il va Ça a commencé, exister, hein. mais Ouais. il va réexister, mais de par l'audit énergétique, c'est une certitude. Et en J'en fait, là, suis ouais. les banques,
à tort ou à raison, mais parce qu'en fait, vu qu'ils maîtrisent pas, ils veulent cet audit projeté, en fait, et la certitude que ce soit fait, parce que sinon, ils financent des trucs où ils sentent bien que ça va pas aller au bout, ou que ça va pas être bien fait, etc. Enfin, c'est un vrai sujet, en fait, pour eux. Et je peux vous assurer que quand les banques ils mettent des moyens sur quelque chose, ça bouge. Et ils ont du lobbying, ils ont tout ce qu'il faut pour faire bouger les choses. Et c'est quand même des gros mastodontes. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un très très gros marché qui est à venir. Mais tu vois, nous on a commencé il y a 3 ans Green Living. On a eu fait, alors, on l'a fait, on a arrêté des bilans carbone sur les projets locatifs. Tu vois, je le dis avec toute l'honnêteté, on s'est pas planté, mais tu vois Elon Musk là, l'espace, on était dans l'espace, nous. On était dans l'espace, mais naïvement, c'est-à-dire qu'on a monté la boîte comme ça. Par contre, il y a un stade intermédiaire on a appris, on a itéré, on a fait des erreurs, on a dépensé beaucoup d'argent là-dessus. C'est ce que tu es en train de dire. Le DPE, l'audit énergétique. C'est le DPE projeté. Et en fait, on le savait, hein, mais nous on s'est dit ouais, on va aller au-delà de ça. Mais en fait, le marché n'est pas prêt. Et ce que je dis souvent, c'est que les gens ils me disent ouais, mais Mickaël, t'es sûr? Je dis mais attends, Valérie Létard, bon, peu importe son nom, la pauvre, mais elle peut changer dans 2 mois, dans 6 mois. Mais elle s'appelle ministre du Logement et Rénovation urbaine. Donc il y aura 2 leviers dans les années futures. Vous le prenez comme on veut, qui vont être valides, qui vont se démocratiser et se développer. C'est le logement au sens large et la rénovation urbaine. Il n'y a pas le choix. Donc, je suis totalement aligné avec ce que tu dis, en tout cas. Donc voilà, du coup, c'est cette boîte. Du coup, on est en plein super. là-dessus. On est en train de la processer. Enfin, ça, moi, j'adore. On est en train de la processer. On a développé site internet. On est en train de regarder les process internes et tout pour vraiment automatiser, pour réduire les coûts en fait et s'assurer qu'on peut être dans un niveau de prix intéressant avec un bon taux de marge pour amener de la qualité. Parce que moi, je ne conçois pas monter une boîte sur un produit mass market sans qualité. Je ne sais pas faire. En fait, ça va pas avec mes valeurs. Donc, ouais. je vais pas. Et du coup, on va basculer sur le cercle MDB. Voilà, magnifique, sans transition. L'approche, l'approche du cercle, c'est de professionnaliser l'approche du métier de marchand de biens. Alors, faut savoir que nous, on a été quand on a créé, on était les premiers en fait. Il y avait rien d'autre qui existait hormis Yoni, qui était là sur le marché de marchand de biens en termes de formateur. Mais nous, on n'est pas une boîte de formation en fait. Et ça, j'ai du mal à me décorréler de cette image parce qu'elle existe tellement sur le net. On n'est pas formateur, même s'il y a une brique formation à l'intérieur. Mais par rapport à tout ce que je viens de vous dire, le métier de marchand, vous avez bien compris que ça sert à rien de tout savoir sur tout. Faut savoir où trouver l'information. Et en fait, on est plutôt, encore une fois, moi je me vois, je pense que c'est mon ADN, même de par ma formation, on est AMO en fait, assistant à maître d'ouvrage pour nos membres. Qu'est-ce qu'on fait? On les accompagne dans toutes les parties développement administratif, financier, opérationnel, commercial. On a des ateliers en fait chaque semaine, plusieurs fois par semaine sur des sujets bien précis, sur les sujets de défis. Qu'on a des séminaires et workday 4 fois par an qui permettent de continuer à avoir une montée en compétences continue, mais en lien avec l'actualité et pas en lien avec tu vois, une formation bateau qui dit bah voilà comment on fait du marchand. Enfin c'est complètement débile. Le marchand d'il y a 5 ans, on fait plus pareil aujourd'hui. Donc en fait c'est complètement con et donc si tu veux voilà, nous on est vraiment sur ça, sur un accompagnement avec des groupes référents locaux etc. qui t'accompagnent. On a un onboarding très poussé pendant 6 mois qui te permet de t'assurer de faire des opérations. D'ailleurs, on a même revu le modèle économique de l'entrée dans le cercle avec du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tu payes que quand tu as fait ton opération, tu vois, ce qui te permet en fait de te dire ah ouais, les mecs ils sont sûrs que tu vas faire des OP, tu vois. D'accord. Parce que c'était quoi le modèle économique de base, si tu peux... Avant, en fait, en toute honnêteté, je l'ai monté au fur et à mesure, Donc, c'est un système d'abonnement. Au départ, c'était sur 1 an, renouvelable. Après, j'ai dit, faut que, au bout de 2 ans qui sont là, il faut baisser le prix parce qu'en fait, ils ont besoin de moins d'accompagnement, et ils sont beaucoup plus autonomes. Donc, on a dit, on baisse le prix. Mais quand tu baisses le prix, ton modèle par rapport aux moyens que tu mets, parce qu'on continue à mettre des moyens. On a développé un logiciel métier interne qui pilote toute ta boîte. Mais c'est des choses qui coûtent très cher si tu veux. Donc moi je veux continuer à mettre des moyens. Donc on échange avec les membres en disant voilà, on met des moyens là-dessus, ça vous va. Et donc on a au départ, sauf qu'au départ donc il y en avait un abonnement sur 2 ans, première année, deuxième année, puis ensuite une baisse. Ensuite, on a dit, les gens, faut qu'ils s'abonnent sur 2 ans, parce qu'en fait, les 2 premières années, c'est là où on met beaucoup de moyens. Et si les gens sont pas là pendant 2 ans, on peut pas mettre les moyens qu'il faut, en fait, pour y arriver. Donc, on a dit, on abonne sur 2 ans. Et ensuite, de part, le marché qui a changé depuis 2 ans, tu vois, qui a été quand même, qui a pris un grand coup, j'ai envie de te dire, c'est moins simple qu'avant, mais c'est-à-dire, ça demande des dossiers mieux montés, mais on a moins de concurrence qu'avant, donc des moments c'est plus simple en fait, tu vois, de faire des belles opérations. Donc si tu veux, donc on est parti sur 2 ans et en fait on a dit non, mais en fait le montant qu'on demande, nous nos frais fixes c'est cela.
prends les frais fixes parce que ça et notre marge on la prend que si tu fais une opération. Et en fait on est parti sur un deal comme ça win-win. Alors je vais pas annoncer les prix là parce que si les gens ils regardent ça dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, Pas de souci. ça va peut-être évoluer. Mais en tout cas ça restera sur ce modèle win-win parce qu'on est sûr de nous et et donc voilà. Donc frais fixes et un montant pas variable mais un Ouais, montant. en fait, c'est les 2 premières opérations, vu qu'on t'accompagne en tant qu'AMO, en fait, on va se payer au moment où tu vas régler ton opération, qui va nous permettre de dégager notre marge à ce moment-là et de dire, bah, si on t'a mal accompagné et que tu fais pas, bah, au moins, tu auras dépensé, que les frais pour ton accompagnement et ta formation. En fait, t'auras pas payé la marge. En fait, le but, c'est d'avoir un deal win-win, encore une fois, et de nous obliger, nous aussi, en interne, tu vois, avec les équipes, à faire de la qualité, à continuer à se remettre en question perpétuellement, parce que il faut que nos membres fassent des opérations, en fait, du coup, tu vois, enfin, en tout cas, qu'ils fassent les 2 premières. Oui, et puis que ça déboucle, hein, comme on dit dans le milieu. C'est-à-dire que ça aille au bout. Parce que Exactement. si je résume, parce que là, on va résumer le truc, c'est qu'il y a un néo-marchand, il veut se lancer, et il trouve un projet à 20%, vous validez tout. En gros, vous prenez 10 pour qu'il paye un peu son accompagnement de ces 2 premières années, et il a que 10. Est-ce qu'on le résume comme ça, ou c'est grossier? Non, même pas. Non, même pas. Même En pas? fait, non, c'est en fait, on prend pas au pourcentage de l'opération. En fait, s'il fait une opération, il fait 150 000 balles. Il nous paye que le delta, en fait. Point. D'accord. Et Ok. donc ça représente peut-être 2% de marge, j'en sais rien, en Ah, fait. j'ai compris. J'ai Par contre, ça compris. peut représenter 10. Si le mec il fait une toute Tout petite à fait. opération, ça peut représenter la moitié de sa marge. Mais en soi, bah, il travaille J'ai pour. compris. Mais par contre, il aura appris, il aura passé des étapes. Tu deviens pas marchand en 6 mois, hein, ça je le dis. Je, Ça ouais. prend beaucoup de Faut le temps. dire, hein. Ouais, Ouais. non, mais ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y en a certains, ils sortent des trucs, formation, où je t'accompagne pendant 3 mois. Tu fais quoi après? Bah, tu vas te planter, t'es tout seul derrière ton PC, tu fais quoi? On se rend pas compte, en fait, du niveau de stress quand l'opération, elle est lancée. Le métier de marchand est un métier de solitaire, où on est solitaire. Alors, il y en a qui vont aller dans des événements IMO, rencontrer des gens. Ouais, mais sauf que ces gens-là, tu les rencontres, tu vas pas les appeler 2 fois par semaine si t'as un problème. Nous, dans le cercle, non, il y a cet accompagnement qui te permet de résoudre tes problèmes au fur et à mesure, et qui, bah, avec des gens à l'écoute et qui vont t'épauler et t'accompagner à la réussite. Alors c'est pas moi je suis là dans les événements, moi je m'occupe du développement de la boîte et des nouvelles compétences et d'aller sur des projets de plus en plus gros, d'accompagner les gens à aller sur des projets de plus en plus gros et sur la partie entrepreneur des choses. Mais on a des experts dans tous les domaines qui tournent, qui sont là autour de nous, qui t'accompagnent dans le process, en fait, parce que le process permet déjà de régler 80% des sujets. Ouais. Et les 20%, bah, du coup on passe du temps parce qu'on a développé des logiciels internes, parce que on a une automatisation qui nous permet de passer du temps réellement avec les gens, autrement que pour dire ben voilà comment on modélise une opération. Ça, en fait, c'est le b.a.-ba. Ça prend, c'est dans les 6 premiers mois, on va te marteler avec ça pour que tu l'implémentes. Il y en a qui l'implémentent en 2 mois, il y en a qui mettent 6 mois, mais une fois que ça c'est acquis, c'est tout le reste. Et tout le reste, c'est bien plus important que cette partie-là, en fait. Écoute, Seb, j'ai encore d'autres questions, mais je vois quand le temps file et j'aime tenir mes paroles et je ne l'ai pas tenu là parce que ça fait plus de 20 minutes, mais c'est tellement intéressant. Je pense que les gens, en fait, ce que j'ai voulu t'inviter tant, c'est qu'ils voient ton expertise. Je te l'ai dit en amont. Et moi, je la connaissais. Là, je viens d'en prendre encore une petite claque, même si on voit tous les jours de l'IMO. Et je n'ai pas de honte à dire que c'est 1h20 que j'ai passé avec toi. J'ai énormément appris. Et je pense que les gens, faut qu'ils, s'ils veulent se lancer, alors après, c'est vrai qu'il y a toujours le match nord-sud parce que moi, je suis au, donc il y a peut-être des gens qui vont te solliciter pour tes différentes activités dans le nord, ceux qui sont dans le sud. Désolé, ben voilà, si vous voulez de la maîtrise d'œuvre, voilà, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, si vous voulez rentrer dans le cercle MDB, n'hésitez pas, je pense, à solliciter Seb et son équipe parce que je pense qu'il y a une réelle expertise et je pense bienveillante. Et c'est pas, comment dire, naïf de le dire. Dans les affaires, il faut s'entourer aussi de gens bienveillants qui vont faire de l'argent avec vous. Voilà, on va pas se mentir, mais qui vont pas vous entuber. Et ça, dans l'immobilier, Dieu sait que il y en a pas mal. C'est clairement ça. Et Ah plus, nous, on est hyper transparent. Moi, je dis combien aux membres, les gens savent combien on gagne, ils savent ouais. pourquoi on le fait. En même temps, je vais pas monter un business qui me rapporte 2% de marge si à côté je fais des opérations de marchand de biens à 20 ou 30%. Donc il faut tout ça, c'est en corrélation. Par contre, le but c'est que ce soit du win-win, que les gens réussissent. C'est vraiment notre objectif premier. Et ensuite, on fait tous de l'argent parce que peut-être que tu vois le membre il est là, il a une grosse opération où il y a je sais pas 500 000, 1 million de marge et il cherche un associé. On y va avec lui, on l'accompagne, on met des moyens complémentaires, etc. On met des fonds propres que lui n'a pas, on lui amène une structure.
enfin, tu vois, quelque chose qui transforme sa vie, en fait. Mais globalement, Mm. alors oui, tu aurais dû gagner 1 million, tu gagnes 500 000. Est-ce que c'est grave? Non, parce qu'en fait, tu auras gagné zéro si Ah, tu t'es débrouillé. je partage totalement ton analyse. Donc, Bon, en tout cas, tu nous donneras tous les liens qu'il faut pour chaque activité ou qu'on structurera ça en description. Parce que bon, il y a quand même pas mal de choses, mais c'est quand même transversal. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a quand même parlé d'IMO et de Réno. Et c'est ce que j'aime faire dans le grenier. Donc ça, je trouve ça super cool. Est-ce que tu as peut-être un sujet que j'ai oublié d'évoquer, que tu veux partager avant de se écoute, quitter? non, mais écoute, je pense qu'on a à peu près tout évoqué. Ouais, Merci pour cet échange. C'était sympa aussi de mon côté de te revoir, même si je me rappelais plus. Et, ça va. voilà. En tout cas, c'était cool. L'échange était sympa. Donc voilà. Bon, super. Ben, merci à tous et j'espère que l'épisode vous a plu et n'hésitez pas à aller contacter Sébastien via le cercle ou ses Ouais, sur multiples Instagram, vous activités. allez sur YouTube. Si vous voulez des vidéos, vous allez sur YouTube. Si vous voulez me parler directement, vous venez sur Instagram. Sur Instagram, c'est moi ou sur LinkedIn. Donc voilà. Bon, allez, ben merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.